Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Espace Miné Production du 15 mai 2023. Espace Miné, nous ne le dirons jamais assez, c'est votre plateforme privilégiée, une vitrine par excellence, où nous discutons des sujets qui font et défendent l'actualité. Évidemment, comme d'habitude, il sera question d'analyse, commentaires et analyse sans commentaire, sans complaisance, on l'espère en tout cas avec les panélistes qui sont d'ores et déjà installés sur le plateau. Les rubriques habituelles sont donc de mise avec la revue de presse, la dénonciation et puis la thématique évidemment du jour. Ce sera donc, on l'espère, tout simplement un échange qui sera question de débattre et non de se battre avec cependant en filigrane la courtoisie et le fair play. Nous allons bien entendu commencer par accueillir ceux-là qui sont d'ores et déjà installés sur le plateau. Je vais commencer par ma droite. J'ai la faiblesse de commencer par une dame ce matin. Myriam, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour à toi, bonjour à tous ceux qui nous regardent de par le monde entier. Ça, il faut le dire quand même. Info TV, Espace Miné en particulier, se veut être regardé par la planète entière. Et même certains qui aimeraient bien partager ce plateau, pourquoi pas, on les invite à se signaler. Le plateau est ouvert à tout le monde. Le plaisir est toujours le même lorsque je suis parmi les panélistes d'Espace Miné. On espère tout simplement que vous aurez celle-là qui vous a recherché il y a quelques temps encore, on vous a manqué sur le plateau. En face de vous, une autre dame, on a deux ce matin, Olivia Bossal, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Jean-Claude, bonjour à ton panel d'excellence et déception, bonjour à nos millions de téléspectateurs qui sont déjà connectés. Chaque matin est une occasion de leur dire merci parce que leur fidélité nous honore. Jean-Claude, si tu me le permets, j'ai envie de souhaiter un joyeux anniversaire ce matin à ma petite sœur, elle a un an de plus. Aujourd'hui, je lui adresse tout le chant lexical du bonheur, de la réussite. Et la petite sœur s'appelle comment? Du succès, elle s'appelle Ariane. Ariane. Oui, Ariane. Voilà, c'est entendu. Joyeux anniversaire donc à Ariane. Après les dames, bien entendu, ce sera les hommes. Et puis Bernard Basson qui est là, l'homme de la dénonciation. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour M. Fouda, bonjour au panel, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'avoir invité nouvellement ce matin. Ouais. Ça devient une habitude pour ce programme qui ressemble de plus en plus à une messe, à un culte de la semaine. C'est le cas de le dire. Aujourd'hui, 15 mai, les Nations Unies en 1963 ont décidé de consacrer la journée mondiale des familles. Donc aujourd'hui, il est important pour les familles de faire le bilan de leur évolution, de leur parcours, de leurs problèmes, de leurs combats, afin de trouver des solutions pour des lendemains meilleurs. Et aujourd'hui, permettez-moi donc pour sortir de souhaiter une belle journée à M. Macon. M. Macon m'a rencontré dans le week-end du côté de Nkouaban, il était avec ses enfants. Il m'a dit qu'il est très connecté à l'émission Espace Miné, donc j'ai pensé à lui dédier un bonjour spécial ce matin. Bien, après donc Bernard Basson, l'homme de la dénonciation bien entendu. Le consultant de tous les jours, de tous les temps, qui restera quand les autres seront passés. Véronique Mec, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Fouda, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une de mes mamans, veuve Meto, Marie-Claire, née Bitoro. Elle a 1 an de plus aujourd'hui. Et il y a quelques années, nous perdions mon papa qui était son défunt époux. Quand je dis papa, maman, nous n'avons pas pour seuls parents que nos géniteurs. Quelquefois sur le chemin de la vie, certains nous ont portés, non pas dans leurs entrailles physiques, mais dans leurs entrailles spirituelles. Ils sont dans nos parents. Et je lui rends hommage ce matin, je lui souhaite encore beaucoup d'autres années. Vous savez, quand vous avez passé plus de 45 ans de vie dans un foyer et que votre mari ou votre épouse meurt, ce n'est pas facile de tenir le coup. Je lui souhaite de vivre beaucoup plus d'années encore parce que son excellent mari aurait bien souhaité la voir jouir du bonheur. Je lui souhaite joyeux anniversaire en ce 15 mai 2023. Voilà donc le décor est planté. Évidemment, la thématique de ce jour, nous
nous donnant donc le devoir de la signaler. Il s'agit donc de la Journée internationale des familles. La thématique retenue, familles vulnérables et urbanisation. C'est donc le plat de résistance de cet échange de ce jour. Nous allons bien entendu passer à la première rubrique de cet échange. Ce sera bien entendu la revue de presse qui porte donc l'estampille de Théophile Vianney et Biya, que vous retrouvez à l'instant après juste cette ponctuation. La revue de presse sur Espace Miné, la deuxième sortie donc de ce jour. Oui, c'est la question de revenir sur le pool de l'actualité en ce jour, lundi donc, premier jour de la semaine. Bien entendu, Théophile Vianney Biya est installé. Bonjour Théophile et bienvenue sur le plateau. Merci Jean-Claude Fouda, bonjour à vous, bonjour à votre riche panel ce matin. C'est un plaisir d'être là dans le cadre de cette revue de presse Acte 2 sur Info TV, dans cette émission Espace Miné. Vous me permettez de souhaiter un joyeux anniversaire à un petit garçon qui a donc un an aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de Eyenga Aïssi Marcel. On l'appelle également Kamael ou encore Kendrick. Donc le petit Kendrick a donc un an aujourd'hui, il souffle sa première bougie. Nous lui souhaitons à tous nos voeux les meilleurs. Bonjour particulier ce matin, vu que nous sommes en pleine période où la célébration de la fête de l'unité s'annonce, donc il est question de saluer ici les forces de défense et de sécurité et même l'armée camerounaise. Donc je vais faire un clin d'œil ce matin à l'adjudant-chef Patrick Biegueux qui nous regarde tous les jours. À ses côtés également, Steve Nkoulou nous regarde également ce matin. C'est un plaisir de savoir qu'ils sont nombreux à nous regarder tous les jours, surtout lorsqu'il est 10h. Ngoli Souk Monique également nous regarde du côté d'Info ce jour. C'est un plaisir de savoir que vous êtes également scotché du côté d'Info ce matin. Merci. L'armée camerounaise qu'on devrait signaler tout en passant que de plus en plus elle est proche de la famille, la nation. Exact. En tout cas, c'est le slogan voulu de ce côté. Alors, Théophile Vianney, quel est le pôle de l'actualité en ce jour? Il faut dire que les journaux sont disponibles en kiosque et comme vous le savez, le lundi, c'est fort chargé. Nous avons quand même eu la possibilité et le soin de faire le tri de certains journaux que nous livrons aux téléspectateurs ce matin. Et nous ouvrons avec votre permission cette revue de presse avec le journal La Météo de Dieudonné Mveng. C'est bi-hebdomadaire qui nous présente cette actualité ce matin. Il s'agit bel et bien d'une actualité concernant Info TV. Yaoundé, les ennemis d'Info TV brûlent le véhicule de Viviane Andrea. C'est la une de ce journal qui précise que la Citroën de la présentatrice vedette du 20h de la chaîne de télé dont Dieudonné Mveng est le promoteur a totalement été consumée par des flammes du fait d'un acte criminel dans la nuit du jeudi à vendredi dans la concession familiale au quartier d'Iodza, ici même à Yaoundé. L'enquête a été ouverte et le journal La Météo nous le fait savoir ce matin en page 3. Au bas une du journal Info Matin, on s'intéresse à cette autre actualité, toujours au quartier Odza Yaoundé. Manipulation, diffamation, dénigrement. Jean-Claude Otto, victime de cybercriminel. L'ex-journaliste vedette de la radiodiffusion du Cameroun, ci-devant directeur général adjoint de l'opérateur de téléphonie MTN, est la cible d'une association de malfaiteurs au sujet d'un scandale de mœurs qui n'a jamais existé. L'enquête également vous est présentée ce matin en page 8 du journal Info Matin. Soutien à Paul Biya, on en parle en grande une de ce journal. La Mofou et Afamba, aux couleurs du RDPC, le chef de la délégation permanente départementale du comité central, Luc Magloire Mbarga à Tangana, a ce 12 mai un fou offert près de 1000 pagnes du parti aux 24 présidents de section OJ, RDPC, OFRDPC et RDPC du département. Objectif, marquer la visibilité de la ferveur militante pendant la célébration du 20 mai et des grands meetings en préparation. L'avenir de Zéphirin Koloko parle également de cette mobilisation du Rassemblement démocratique du peuple camerounais observé du côté d'un fou, Mefou et Afamba, près de 1000 pagnes au RDPC distribuées aux militants. Le geste de Luc Magloire Mbarga Tangana, chef de la délégation permanente du comité central du RDPC dans la Mefou et Afamba, par ailleurs ministre du Commerce, en prélude à la célébration de la 51e édition de la fête nationale de l'unité. C'était le vendredi dernier à la maison du parti d'un fou au cours d'une réunion de mobilisation de ses troupes derrière le président Paul Biya. Et si on retrouvait son détour qui précise que c'est bel et bien 951 pailles neufs du parti qui ont été offerts aux militants du RDPC du côté de la Mefou et Afamba. C'est un don du ministre Luc Magloire Mbarga Tangana, un don offert donc aux militants et militants de toutes les sections du département qui permettra une plus grande visibilité du parti au pouvoir lors du défilé du 20 mai et le giga meeting le 27 mai. Tokombere, l'après-cavaille fait déjà des étincelles. C'est la une de ce journal qui est disponible en kiosque. Le témoin de Francis Bonga parle également du RDPC. Du côté de la Mefou et Afamba, Luc Magloire Mbarga Tangana offre des pagnes aux militants. C'est ce que nous dit le journal Le Témoin. En grande une, ce journal nous fait découvrir ce matin la polyclinique
polyclinique Saint-Christophe de Mvogada, qui est donc désormais opérationnel. Le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a personnellement présidé vendredi dernier la cérémonie d'ouverture de cet établissement hospitalier qui entend venir bousculer l'amateurisme tant dénoncé ces dernières semaines dans ce secteur. Visite guidée du joyau sanitaire qui illumine désormais le centre-ville de Yaoundé dans cette édition qui est disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien de l'édition du journal Le Témoin. La Lucarne présente également la polyclinique Saint-Christophe ce jour pour des soins de qualité avec plus de 100 lits, plus de 90 médecins et des professeurs de classe mondiale. La polyclinique Saint-Christophe est l'une des plus grandes cliniques privées de la ville de Yaoundé. C'est ce que nous dit le journal La Lucarne qui revient donc présenter ici ce joyau sanitaire et architectural qui surplombe le quartier Mvogada, ici même à Yaoundé. Campagne de chirurgie plastique et réparatrice. Le MINDEF au chevet de plus de 1000 patients. L'information est présentée au bas de une du journal La Lucarne. L'Indépendant revient également avec cette visite de travail effectuée par le ministre Joseph Betty à Somo. Chirurgie gratuite, la solidarité internationale magnifiée. Le journal Indépendant nous le fait savoir ce matin. On parle du festival culturel Grassfield. En grande une de ce journal, Yaoundé 6 exalte le vivre ensemble. Placé sous le haut parrainage du maire Jacques Yoki Onana, la première édition du rendez-vous annuel du donner et du recevoir des ressortissants des régions de l'Ouest, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest a eu lieu à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé 6 le 11 mai 2023 devant un parterre d'autorités administratives et des élites de la région du centre. La République Presse de Timothée et Somba Bena consacre sa principale une à cette actualité concernant le multiculturalisme et le vivre ensemble harmonieux. Les Grassfield en vitrine à Yaoundé 6. Le journal nous le fait savoir dans son édition spéciale de ce jour. Parlons fait de l'unité avec le journal Le Jour d'Aman Mana. La question du vivre ensemble. Les Camerounais racontent leur expérience de l'intégration à la veille de la célébration du 51e anniversaire de l'État unitaire. De la page 2 à la page 3, le journal livre donc ce que racontent certains Camerounais, leur expérience naturellement de la question du vivre ensemble. Suspicion de choléra à Kondangui, 3 morts en moins de 24 heures. Le journal en parle en page 5. La nouvelle expression n'est pas en reste et parle également de cette même actualité ce jour en page 2. Choléra, la prison de Kondangui touchée. Alors que des informations faisant état des décès dans la structure pénitentiaire circulent, le ministre de la Santé publique dément. Il confirme toutefois la présence du virus dans cette prison. Mutation parle également de la prison de Kondangui. Le choléra à Kondangui, c'est le constat qui est fait par le journal de Georges Alain Boyomo qui est disponible en kiosque ce jour et qui en parle ce matin. Suspension de touristique. Polémique à bord. Le groupement des transporteurs terrestres plaide pour un allègement de la sanction d'un mois. Les leaders d'opinion montent au créneau. Le ministre des Transports droit dans ses bottes. On en parle en page 5. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier parle également de touristique voyage ce matin. Touristique Express, une sanction républicaine en page 8. On revient donc sur la sanction du ministre des Transports, Jean-Ernest Massena Ngale Bibehe. Yaoundé, épicentre du choléra au Cameroun. C'est la une du journal La Nouvelle de Jacques Blaise Mvier qui revient donc présenter ici la situation sanitaire, bien évidemment la situation épidémiologique. Parlons de la résurgence du choléra au Cameroun. L'équation s'intéresse à la suspension de Touristique Express. Du sang humain sur l'autel des sacrifices. C'est la une de ce journal, le journal de Richard Bondol qui est en kiosque ce lundi. Laissons cette actualité et laissons ce journal pour parler de la Léquier ce matin dans la région du centre. La Léquier orpheline de ses leaders. Le journal Le Zénith nous le fait savoir ce jour et s'intéresse donc à la Léquier ce matin en sa une de ce jour. Les détails sont à lire en page 3. L'œil du Sahel nous amène du côté du Grand Nord. Flambée des prix du transport interurbain. C'est le constat qui est fait par ce journal qui est disponible en kiosque. Et si on prenait les bâtisseurs de Mariano Angoumé, ce journal s'intéresse donc au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Joël Hervé Mbita Mbita, le président de section 3.0. Le paysage politique camerounais nous a habitués à des leaders politiques bruyants et populistes. Le président de la section RDPC, Jael Lobo 4, n'est ni l'un ni l'autre, mais son caractère réservé couplé au pragmatisme des actions qu'il mène sur le terrain, accompagné de sa simplicité et son humilité, font aujourd'hui du jeune président la quarantaine à peine dépassée, qui est donc une pièce maîtresse aux côtés des autres valeureux hommes politiques du Jael Lobo. C'est bien et bien du côté de Djoum.
on referme cette revue de presse avec le magazine Élan d'Afrique. Ce magazine parle de Francis Ngoumou, cap sur la modernisation de la commune. Le journal en parle ce matin et revient donc sur cette actualité. Mesdames, Messieurs, c'est avec ce magazine que nous refermons donc fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. De votre aimable attention, infiniment merci. Votre fidélité nous honore et reste et demeure imputrescible, inamovible et irrésistible. Mesdames, Messieurs, merci encore d'être avec nous tous les jours lorsqu'il est 10h. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Jean-Claude Fouda, merci également au panel ce matin. C'est un plaisir. Merci à vous Théophile Vianney-Billa. Le temps juste avant de repartir à la rédaction, de nous livrer le menu des journaux du 20h déjà, enfin du 19 en anglais, puis le 20h en anglais. Qu'est-ce qui est prévu? Dans nos 2 éditions de journaux ce soir, on va s'intéresser naturellement à cette actualité concernant la célébration de la fête de l'unité qui pointe à l'horizon pour revenir essentiellement sur la relation entre l'armée camerounaise et la nation tout entière. Vous savez que de plus en plus, l'armée a une certaine triptyque. On parle bel et bien d'armée-nation, nation-armée. Il est donc important que les uns et les autres comprennent l'importance d'être en étroite collaboration avec l'armée camerounaise, surtout lorsqu'on doit consolider l'unité nationale. Donc on va donc essayer de revenir sur cette relation entre l'armée et les populations pour essayer de présenter ici cette coopération qui de plus en plus devient davantage étroite. Alors, merci à vous Théophile. Bien, vous regardez évidemment la rédaction. Vous souhaite bonne journée. Merci. Très bonne suite d'émission à vous Jean-Claude ainsi qu'à votre panel. Merci. Alors, nous allons donc revenir sur quelques sujets qui ont donc retenu notre attention à la suite justement de cette revue de presse livrée par Théophile Vianney-Billa. Évidemment, nous allons nous attarder notamment sur la météo qui parle des ennuis. Donc, Info TV, la météo naturellement qui devient donc sur le véhicule de Viviane Andrea qui a donc été incendié. C'est la grande une qui barre la vitrine de météo de ce matin pour demander à... Je commence à ma droite évidemment avec Muriel Angeux, le véhicule, la présentatrice vedette du 20h Info Télévision qui a donc été incendié. Quel est le regard que vous jetez sur ce type d'incident? C'est une persécution? Est-ce qu'on devrait en arriver à ce niveau, quelle que soit la nature du problème? Avant d'arriver au niveau d'une potentielle persécution, je me dis que même pour celles des personnes qui ont des ennemis, mais même à son pire ennemi, on ne peut pas souhaiter une situation pareille, voire un bien aussi important pour son quotidien, pour son travail, partir en fumée en laps de temps. Et pourtant, dans son domicile, si on ne peut pas être en sécurité chez soi, où est-ce qu'on pourra être en sécurité? Ça fait mal. Donc, après, je me dis, si ce serait vraiment une persécution, au vu de tous les éléments négatifs qu'elle aura vécu pendant une certaine période, je me dis, est-ce qu'il faudrait vraiment arriver là? Mais s'il faut arriver là, ça veut dire qu'en face, vous avez des lâches. Parce que quelqu'un qui en a vraiment contre vous et qui peut prévaloir de droit d'avoir un ressenti négatif à votre égard, parle face à vous, pas dans votre dos, ou alors en détruisant ce qui peut vous aider à avancer au quotidien, ce qui peut vous aider à continuer à faire bien votre travail. Mais là, ça devient très dangereux, ça devient inquiétant, parce que moi, ce qui m'irrite un peu le plus, c'est le fait que cela ait été fait dans son domicile. Ça veut dire que finalement, on en perd le sommeil. On se dit, hier c'était le véhicule, demain ce sera ma porte qui sera foncée. Qu'est-ce qui se passe concrètement? On commence à entrer dans un état psychologique très négatif, la peur même. On se demande qui en veut à, comme on le dit souvent. Donc je me dis que ce sont forcément des personnes négatives à l'endroit d'Info TV, encore particulièrement à l'endroit de Viviane Andrea, à qui j'adresse toute ma compassion par rapport à ce tragique événement, en espérant que la justice camerounaise pourra mettre la main sur ces malfrats. Olivier Boussal, pour rester sur la même actualité, il s'agit bien des ennemis d'Info TV. Et en passant, il faut signaler que c'est le deuxième véhicule de Viviane Andrea qui se retrouvait dans une situation. Le premier ayant fait donc un accident grave, assez grave, le véhicule étant pratiquement irrécupérable. Comment est-ce qu'on devrait se sentir quand on est un personnel d'Info TV et qu'on ne se sent pas à l'abri de telles persécutions? En fait, on se sent apeuré. C'est-à-dire que quand une situation telle que celle-là vous arrive,
vous étant chez vous, c'est-à-dire vous dormez, et que vous réveillez au bon milieu de la nuit, vous trouvez votre véhicule en flammes, moi j'ai peur. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, après le véhicule, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce ne sont pas des bandits qui Et qui sera le prochain aussi? Pardon? Qui sera le prochain? Effectivement, voilà, qui sera le prochain? Du moins, moi je pense que même quand on a des problèmes avec quelqu'un, on n'a pas besoin d'en arriver là. On n'a pas besoin d'en arriver là. Donc pour moi, je dis toujours que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Ceux qui ont cru peut-être affaiblir ou affaiblir Viviane Andrea ou affaiblir le groupe La Météo, moi je me dis qu'ils se sont leurrés. Parce que quand on fait face souvent à des situations telles que celle-là, on se sent, du moins en ce qui me concerne, quand je suis outragée ou persécutée, je me sens plus forte en fait. Donc j'ose croire que, en fait, il faut que ce soit cette habitude, cette attitude-là que Viviane Andrea ait, qu'elle ne se sente pas. Parce que ce jour, je me rappelle, ce vendredi, on nous faisait savoir qu'elle était inconsolable. Je crois, en rentrant la croisée, là, elle était vraiment toute triste. On lui a adressé toute notre compassion. Jean-Claude, ce que moi je peux dire, c'est que il faut qu'on se sente en sécurité. Que les détracteurs d'Info Télévision ne pensent pas que s'attaquant au personnel d'Info TV, cela fera en sorte que je vais dire quoi, qu'on soit apeuré, qu'on baisse les bras. Qu'on soit apeuré et qu'on ne brille plus par notre abnégation dans le travail ou qu'on on arrête de travailler comme on le faisait ou encore qu'on baisse au niveau de la qualité, de la production, la qualité de notre antenne, etc. Donc s'ils pensent se lever contre nous, moi je pense que nous aussi, la Bible dit quoi? Que quand l'ennemi se lève, vous aussi relevez le courage. Donc ce qu'on peut leur dire ce matin, s'ils nous regardent évidemment, c'est que Info TV redouble le courage et on restera toujours debout, on va monter encore et encore. Voilà, c'est entendu donc. Mais alors il faut de plus en plus que le personnel d'Info TV reste donc assez vigilant sur les différents comportements. Mais rassurez-vous, Info TV continuera de faire le travail qui est le sien. Alors Bernard Basson, on va peut-être pas s'attarder sur la même actualité, mais davantage s'attarder sur une toute autre actualité qui concerne cette fois la cybercriminalité. Jean-Claude Ledoux, au niveau d'Info Matin, qui fait donc l'objet de la cybercriminalité. Cybercriminalité, on en parle encore et encore. Que peut-on en faire face à cette montée, Bernard Basson? Mais je voudrais dire un mot. Allons-y. Oui. Vous savez très bien que Madame, je pense, c'est Bessala. Viviane Andrea Bessalavi. Voilà, elle n'est pas mon amie, donc on ne se connaît pas plus que ça. On est collègues dans la chaîne et puis voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les arcanes de sa vie que je ne connais absolument pas. Ouais. Mais lorsque vous parlez d'ennemis, d'Info TV, je ne suis pas très adepte des théories complotistes. Mais bon, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne suis pas très... Mais ça, c'est le titre oui, de la météo en tout cas. Bon, ça reste une titraille. Hein. Ouais. Mais je voudrais dire quelque chose aux humains en général. Pour se faire des ennemis, il faut susciter en les êtres humains 3 sentiments principaux et d'autres. Allons-y. L'impatience, la jalousie et la colère. Ne faites jamais naître en l'autre consciemment de l'impatience. Il peut être violent. De la jalousie, il peut être agressif. Et de la colère, il peut être létal dans ses actions. Donc, lorsqu'on fait attention à cela, on peut les causer inconsciemment. Et donc là, on n'a pas à se reprocher parce que si Olivia ou Muriel s'habillent bien, que quelqu'un en face est peut-être jaloux, c'est pas de leur faute à ce moment-là. Mais si, dans leurs agissements, peut-être elles donnent l'impression de faire naître en d'autres ces sentiments-là, là, elles sont exposées à la violence des autres. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça reste malheureux. Il faut compatir par rapport à la situation. Mais il faudrait quand même que tous ensemble, on essaie de bien sonder la réalité. Et s'il y a des problèmes interhumains, il faudrait les résorber avant. Parce qu'un véhicule, je ne dis pas que c'est basique, hein, mais c'est moins important qu'une vie. Et donc, il est possible qu'à terme, on en veuille à sa vie. Maintenant, quelle est la raison pour laquelle est-ce que les gens pourraient lui en vouloir?
Est-ce qu'elle fait naître en des gens consciemment des sentiments particuliers, ceux que j'ai cités et d'autres, je ne sais pas. Comme je l'ai dit, elle et moi, on n'est pas amis, je ne la connais pas. Mais si c'est le cas, je pense qu'il faudrait quand même se remettre en question. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je vais maintenant éluder cela sur la question de la cybercriminalité. De Monsieur Autou. Je l'ai lu hier, j'allais à une autre émission télé, un débat du dimanche, et je l'ai lu hier sur Facebook. C'est-à-dire, au-delà de ce que le fait qu'il soit mort constitue plutôt quelque chose qui soit fake, je crois surtout qu'il y a un élément subtil qui a été glissé dans le message qui a été rendu public et qui jette le déshonneur sur la personne. Parce qu'officiellement, j'ai lu qu'il s'est fait agresser par des personnes qui l'auraient tué parce qu'on l'aurait trouvé avec un jeune homme de 13 ans en train d'avoir des rapports sexuels. Un jeune homme. C'est l'histoire en tout cas. Voilà, du moins c'est ce qui est rapporté, mais ça semble être faux d'après ce qu'on dit, ou du moins d'après ce que j'ai lu encore hier soir. Donc c'est assez grave quand même de porter atteinte à l'image de quelqu'un comme cela. On sait très bien que son épouse, peu importe l'état de leur rapport actuel, est mère du côté de Bicop. Oui. Il a sûrement des enfants, il a sûrement un pédigré, journaliste, homme politique. Donc, vous voyez que c'est un peu scandaleux. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on établisse clairement d'où est-ce que cette nouvelle-là est partie. Et l'Antique peut très bien le faire. Établir d'où est-ce que la nouvelle est partie pour la première fois. Mettre la main sur la personne et la sanctionner comme le prévoit la loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité. En tout cas, c'est déjà bien de savoir que vous nous rassuriez à ce niveau que l'Antique peut remonter effectivement la source de cette fausse information. Alors, la seconde halte, donc, en tout cas, la dernière halte avec Blériot Niamek, c'est sur une autre actualité, mais cette fois-là, il s'agit du vivre ensemble, qui a donc été relayé abondamment sur quelques journaux le jour, l'Indépendant, et puis bien d'autres encore. Cette fois-là, à la faveur de, on va dire, cette fois-là qui a été organisée du côté de Yaoundé 6, où il est question du vivre ensemble. Selon vous, c'est un mythe ou une réalité, le vivre ensemble au Cameroun? Ne me privez pas de l'opportunité de dire quelque chose sur le cas Viviane Andrea. Allons-y. Et de dire que la vie humaine est sacrée. Il faut éviter d'apeurer les autres ou de jalouser inutilement. D'ailleurs, la jalousie est toujours inutile. Toujours. Je manifeste toute ma compassion pour cette tragédie qui est arrivée, parce que ça en est une. C'est pas tant dans l'évaluation du coût matériel, encore que c'est pas facile d'avoir un véhicule dans cet état pour nous qui l'avons connu. Maintenant, s'il y a des ennemis d'Info TV tapis dans l'ombre qui se paieraient les têtes de quelques-uns d'entre nous, je leur dis qu'ils ont fort à faire. Ils ont fort à faire. Vous pouvez être un peu plus explicite alors. Ils auront certainement beaucoup de travail. D'accord. Et bon, moi, je ne suis pas de la nature des gens qui ont peur de qui que ce soit. C'est pas dans ma nature. J'essaie même souvent d'avoir peur. Ou de me faire même peur. Mais ce n'est pas dans ma nature. Vous êtes de ceux qui disent qu'on a déjà un peu trop d'amis, il faut peut-être chercher de nouveaux ennemis? Non, je ne cherche ni les amis ni les ennemis. Je ne me soucie pas beaucoup de la pensée des gens sur moi. Je mourrai certainement tôt ou tard. Ça, ce n'est pas ma préoccupation. Voilà. Mais je ne mourrai pas en ayant peur de qui que ce soit. J'ai entendu. Et moi, je ne sais même pas comment on fait pour avoir peur, c'est ce que je voulais dire. Donc, je veux dire à ceux-là que, bon, s'ils peuvent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent pas arrêter le train de l'histoire. Ce n'est pas possible. L'histoire a une trajectoire. Et ceux qui se sont mis en travers du train de l'histoire ont été écrasés par le train de l'histoire. Ouais. Si en tuant les gens, Socrate disait, vous pensez que vous empêcherez qu'on vous reproche de vivre mal, vous faites un mauvais calcul. Maintenant, quant à vivre ensemble, voilà. Je suis fatigué de ce genre de slogan galvaudé, pelé, qui nous rendent plus sourds et plus nègres que nous l'étions avant. Il faut arrêter de déranger les gens avec le vivre ensemble. Alors, c'est une initiative inutile du côté des Yaoundé 6 Non, je dis qu'il faut arrêter. Ça, c'est de la manipulation politique. On ne choisit pas avec qui on va vivre. Moi, je me suis retrouvé là au Cameroun avec des gens. D'abord, dans la famille, tu trouves les gens, on dit qu'ils sont tes frères.
Bon, on dit que les autres sont tes soeurs, tels. Est-ce que tu choisis les gens avec lesquels tu vas vivre? On dit que vous habitez le même territoire qu'on appelle le Cameroun. Bon, ainsi de suite. Donc, l'histoire ne consiste pas à changer les pions qu'on vous donne. Vous faites avec les pions qui sont disponibles. Vous comprenez? Ouais. Ce n'est pas vous qui organisez l'histoire. Quand vous venez au monde, vous trouvez déjà que les gens sont là, qu'ils occupent certains territoires, qu'ils font ci ou ça. Vous entrez simplement dans ça. Et vous en accommodez. Un point, c'est tout. Quand vous êtes fatigué, vous partez. Donc je dis que cette affaire-là, et tout le monde sait, un penseur français disait, vaudrait mieux débattre d'une question, même si on ne la résout pas, que de la résoudre sans en avoir débattu. Ce soir, j'aurai pour thème l'unité nationale au Cameroun, la charrue avant les bœufs, dans le cadre de Ouro Africa. Là, c'est la grande interrogation. La charrue avant les bœufs. On a mal négocié notre unité nationale. Il y a beaucoup de questions qu'on évite d'évoquer. On se voit les yeux, mais non, on refuse d'évoquer les questions. On veut saupoudrer toujours mettre un peu de vernis, l'unité, le vivre ensemble. Monsieur Fouda, vraiment permettez, hein, Allons-y je rapidement. voudrais demander à tous les téléspectateurs d'Espace Minier de regarder cette émission le soir. Au Cameroun, on a trois problèmes. Le premier, c'est que l'État vient se construire sans que les nations n'aient été établies. C'est la volonté des nations de se constituer en État qui doit faire naître l'État. Et non l'inverse. Donc, effectivement, la question qu'il pose porte en elle le germe de sa réponse. L'émission de ce soir sera intéressante. D'accord. Deuxièmement, par rapport au vivre ensemble, à mesure que le temps passe, je l'ai toujours dit ici, les Camerounais ont une double impression. La première, c'est qu'il y a un double complot. C'est-à-dire, certaines communautés conspirent contre d'autres. Et le gouvernement central conspire contre d'autres communautés encore. D'accord. Ça crée donc des discours haineux, des climats conflictuels qui à terme vont faire naître à court terme des discours haineux, à moyen terme des conflits armés et à long terme des guerres. Et le problème le plus important, c'est la permanence des inégalités. Alors, on espère Si on les résorbe un tout petit peu, si on les réduit, on sort de là. Donc l'émission de ce soir est très intéressante. Du moins, si Eneo nous le permet, je vais regarder. De toute Mais je façon, mettrai mon téléphone. l'émission aura lieu avec ou sans Eneo. Maintenant, pour ceux qui n'auront pas Eneo, ils pourront suivre la Sur rediffusion Internet. mercredi à 14h. Nous aurons sur le panel professeur Armand Dieudonné Lecaille Somba, sociologue, Ouais. chef département de sociologie. Nous aurons le professeur Edouard Bocagné, chef département d'histoire, et encore un troisième invité qui va confirmer en journée sa présence. Donc, je me résume sur la question. Les Camerounais ne devraient pas avoir des problèmes de vivre ensemble. Mais il faudra poser cette question clairement. Ceux qui se mettent encore la tête sous le sable, la politique de l'Autriche. voilà, pour ne pas être vus, ils comprendront. Vous savez, je sors par une petite anecdote. Allons-y. Je connais un monsieur qui, il y a 20 ans de cela, est allé acheter 100 hectares de terrain dans un village. Ça Parce va. qu'il avait beaucoup d'argent. Il a acquis les 100 hectares de terrain et il a commencé à faire de gros investissements. Il y a quelques années, les enfants de ce village, n'ayant plus de terre, se sont attaqués à ses enfants, à sa progéniture, du point de vue mystique et physique, et sont en train de décimer sa progéniture. Le problème nous a été posé, on soulevait plutôt les problèmes de sorcellerie. Je leur ai dit que quand les êtres humains n'ont plus où vivre, ils deviennent pires que les animaux. Vous voyez par exemple cette question-là. Dès que vous l'évoquez, les gens disent non, il ne faut pas dire ça. Non, il ne faut pas dire ça. On n'a pas. Non. Maître Tchungang disait que l'argent n'autorise pas tout. Maître Tchungang disait que l'argent n'autorise pas tout. D'accord, c'est Quand entendu ça donc. sortait de la bouche de Tchungang, ça n'a fait aucun problème. L'argent n'autorise pas tout. Il faut avoir un peu de civilité, un peu d'humanisme avec son argent. Et un peu de décence. Un peu de décence même. Parce qu'il y a des actes d'argent qui sont indécents. Voilà. Alors, après donc le pôle des informations reprises en marge de la revue de presse, nous allons marquer une autre halte pour retrouver donc la dénonciation et ce sera bien entendu après cet arrêt. Retour donc sur le plateau et c'est bien entendu l'instant de la dénonciation qui porte donc la signature de Bernard Basson. Bernard, qu'est-ce qui est prévu au menu de la dénonciation de ce jour?
Alors, c'est vrai que ma dénonciation a changé au dernier moment. J'en avais une, mais je vais la porter pour demain parce que elle concerne un employeur tortionnaire. Mais on en parlera demain. Alors, aujourd'hui, je vais dénoncer l'attitude de certains Camerounais qui ont souvent l'impression d'être plus forts que d'autres. Dans une vidéo devenue virale ces derniers jours, un personnage que certains considèrent à tort certainement comme le PDG du groupe touristique aurait proféré des termes plutôt incendiaires et assez menaçants à l'encontre du ministre des Transports. Il a estimé que la sanction qui avait été infligée à l'agence touristique après l'accident était disproportionnée et il a estimé que le ministre devrait rapidement revenir sur la sanction, sans toutefois plaider pour une situation qui est arrivée, pour un malheur que l'entreprise a causé, sans toutefois s'excuser vis-à-vis des personnes décédées, sans toutefois produire un communiqué pour demander aux familles endeuillées vraiment de leur pardonner. Il a sorti une vidéo dans laquelle il estime que vraiment ce sont les gouvernants qui volent des milliards qu'on devrait davantage sanctionner, etc. Donc vraiment, M. Fouda, il faudrait que les démineurs se penchent aujourd'hui sur cette question-là pour faire comprendre aux uns et aux autres que lorsqu'on est fautif, on s'excuse d'abord et on plaide ensuite. Et on ne menace pas. Et on menace même qui? Donc, je voulais aujourd'hui que les démineurs se penchent dessus pour coller quelques mots. Alors, Mira, justement, vous êtes au courant de cette actualité qui fait pratiquement les choux gras de la presse, la suspension des touristiques à tort ou à raison. Dans tous les cas, les avis sont partagés à ce niveau. Vous, à votre niveau, comment est-ce que vous jetez un regard appréciatif sur cette actualité et naturellement la suspension d'un mois? Il y en a qui estiment que c'est court, il y en a qui estiment que c'est trop long. Parfois, on ne fera pas le travail des autres. La suspension a été décidée par celui qui est en charge de la gestion des transports au Cameroun. Maintenant, allons voir si la suspension est justifiée ou pas. Mais ce qui est sûr, aucune décision ne pourra ramener à la vie ces personnes qui sont décédées lors de ce malheureux incident. Moi, je dis parfois, il ne faut pas agir sous l'effet de la colère. Parfois également, on s'en mêle un peu les pédales sur l'usage de ces outils sur Internet, les réseaux et autres. On s'emballe et puis on sort des injonctions pareilles sans tenir compte d'abord même de l'état d'esprit des familles qui sont ici éplorées, qui sont ici endeuillées. Une sortie de buzz, moi je me dis, c'est du buzz ou encore c'est le fait que la digitalisation ne va pas avec certaines mentalités un peu africaines. Où est l'objectif? Même si vous avez un plaidoyer adressé au ministre des Transports, vous savez où le trouver. Vous savez où déposer. L'administration se veut d'abord être écrite. Ce n'est pas à travers les réseaux sociaux qui va venir vous répondre et dire, bon, j'ai reçu des menaces. Quel aura le bol que le monsieur en question peut avoir, plus que les familles qui sont endeuillées, par exemple? Est-ce qu'on a eu dire que des familles ont fait des descentes, par exemple, dans l'agence de voyage en question pour se prévaloir de ramener nos enfants, nos femmes et autres à la vie, ainsi de suite? Je me dis, cela ne sert à rien. J'ai regardé cette vidéo qui est devenue virale sur la toile, mais après je me suis dit, les réseaux sociaux, moi je me dis c'est un peu villageois à la limite. Mais en dehors de cela, vous allez voir au quotidien des personnes qui parfois ne savent pas reconnaître lorsqu'elles sont fautives. Il y a des personnes comme ça qui nous entourent parce qu'on a l'impression qu'à la dimension humaine, reconnaître que ici j'ai fauté est un problème. C'est-à-dire, on commence par revendiquer le côté qui aurait pu être un point positif pour nous. On ne regarde pas où est-ce qu'on aura causé du tort. On aimerait analyser une situation selon notre point de vue, selon notre angle de perception, sans tenir compte de la sensibilité de l'être qui est en face. Donc, commencer à proliférer des menaces, commencer à faire culpabiliser même la victime. On en voit comme ça au quotidien. C'est-à-dire, vous vivez une situation où à un moment, vous vous demandez, c'est même moi qui suis la victime ou bien c'est même moi qui ai tort? Parce qu'on va finir par vous faire comprendre que telle situation, elle est arrivée même parce que c'est vous-même qui l'avez provoquée. En amont, on vous rappelle une histoire. Parfois, c'est comme ça un peu, même dans la société, ou même en couple, si je ramène encore des l'échelle un peu plus réduite, parfois on vit des situations où finalement la victime ne sait plus, est-ce que je suis victime, est-ce que vraiment l'autre en face? Je dis une dimension humaine très importante à avoir, savoir reconnaître d'abord ses torts, savoir mesurer l'impact de sa communication. Même le silence est une communication. Il y en a qui ne le savent pas. Même le silence est une communication. Maintenant, si vous avez le cran
d'ouvrir votre bouche, mesurez bien vos propos. Parce qu'il faut encore faire preuve de beaucoup d'humilité lorsqu'on veut parler d'une situation grave avec des mots. Il faut savoir les choisir, il faut savoir avoir la tempérance qui va avec, et il faut considérer l'émotion de l'être qui aura été blessé en face. Donc moi je dis, il y a ce côté-là qu'on n'arrive pas souvent à gérer humainement parlant, mais reconnaître ses torts, ce n'est pas une faiblesse. Pour moi, c'est plutôt une grandeur d'esprit. Et attendre, hein, qu'on vous accorde les excuses. Il y en a qui disent, je me suis excusé. Non. Vous présentez vos excuses et vous attendez qu'on vous accorde les excuses en question. Alors Olivia, au-delà de cette vidéo et même la sanction, elle vous semble-t-elle disproportionnée? Mais bien sûr, elle est disproportionnée. C'est une question qui ne doit même pas se poser, Jean-Claude Fouda. Je dis souvent, l'orgueil est le propre des fous. Vous allez excuser l'expression que j'utilise. Pourquoi? Parce que même la Bible dit, l'orgueil précède la chute. Quand vous avez causé du tort, que ce soit volontaire ou involontaire, le cas de l'accident, c'est votre structure qui est directement impliquée. Alors, vous levez et faire une sortie comme celle que vous faites là. Ça tire effectivement, c'est enfoncer le clou et ça tire un peu à la folie. Moi, je me dis, l'humilité est une grandeur d'esprit. Je ne sais pas pourquoi pour beaucoup c'est difficile. Et c'est justement pour ça que c'est difficile, parce que tout le monde ne peut pas être humble. Mais quand quelqu'un arrive à être humble, à briller par son humilité, on le caractérise d'un grand homme. Vous avez donc quelqu'un, un monsieur, parce que ce n'est pas quelqu'un, un monsieur, si je me réfère au récit de Bernardo, PDG, de la structure impliquée. Et qui est de surcroît vice-président du syndicat. Voilà, de surcroît vice-président, qui fait une telle sortie où il menace le ministre des Transports, ce qui repose le sceau de l'État. En fait, vous comprenez que c'est ce que j'appelle souvent le trafic d'influence. Et je déteste le trafic d'influence. J'ai même envie de revenir ici sur les propos de Bernardo de la semaine dernière, c'est-à-dire quand vous voyez le comportement d'un tel monsieur, vous comprenez que effectivement certainement ses employés ne sont pas bien traités. Oui, parce que dernièrement sur le plateau aussi, je plaidais, je défendais, je disais non, touristique en fait couvre tout le Grand Nord. Vraiment si le ministre peut faire preuve d'indulgence et essayer de lever la sanction ou alors la réduire de quelques 2 semaines et autres. Mais vous comprenez qu'on revient d'aussitôt sur ces propos. Comment quelqu'un, il y a des familles, imaginez-vous un peu, s'il y a une femme, un monsieur ou un mari, je ne sais pas trop quoi, qui regarde la vidéo à l'instant, et que son frère, sa soeur, son père, sa mère, sa grand-mère, son grand-père se trouvaient à l'instant, au moment de l'accident, dans ce véhicule, et qu'ils ils voient de tels propos. Vous comprenez que ça crée un peu des soucis. Vraiment, moi, je pense que si ce monsieur est grand comme il le prétend, c'est pas qu'il est grand, la notoriété de touristique ici n'est plus à démontrer, c'est une grande structure. La seule chose qu'il peut faire, on l'a vu avec Yango, quand Yango a été suspendu, ils ont juste ils ont adressé une lettre pour essayer d'expliquer. Il peut juste rédiger une lettre d'indulgence. Ou encore juste se taire, comme l'a dit Muriel, se taire, parce que le silence aussi est une forme de communication. Alors, Pierre Bérieux-Niemek, est-on en droit de s'adresser à un ministre de telle sorte qui puisse être en fonction? Sinon, que recommanderait la sagesse selon vous? Non, on peut s'octroyer tous les droits si on pense que l'État n'est pas au-dessus des considérations partisanes. On peut s'octroyer tous les droits. Le ministre des Transports a eu à gérer une situation particulièrement délicate. Il n'est pas sans savoir l'importance de cette agence de transport dans la desserte de la zone du Grand Nord. Mais en même temps, il ne peut pas passer comme si de rien n'était sur 15 cadavres. Et ce cas pourrait faire jurisprudence. Si on ne suspend pas touristique, déjà la suspension, c'est la plus petite qui soit, elle est minimale, 1 mois. 1 mois. Si on ne suspend pas touristique, qu'est-ce qui va justifier que demain, on puisse suspendre une autre agence? On ne suspendrait pas touristique simplement parce que touristique est une agence qui dessert le Grand Nord. Ce serait ça la raison. Et demain, quand ce sera général, quand ce sera une telle autre agence, pourquoi on la suspendrait?
J'aime vous dire qu'il n'y a pas d'agence de transport dans le village du ministre des Transports. Sa ville natale, qui est Edea, n'a aucune agence de transport. Si lui aussi avait pensé qu'il fallait penser à sa communauté, je crois qu'il devrait même décider que toutes les agences partiraient d'Edea pour desservir le Cameroun. Il y a des ministres à sa place qui auraient fait en sorte qu'Edea devienne le lieu de départ de toutes les agences. Si vous voulez aller au nord, vous allez d'abord à Edea. Vous prenez le transport à Edea pour aller au nord. Mais ça ferait du bien pour les populations d'Edea. Voilà donc quelqu'un qui n'a pas ce genre de source. Je dis, il n'y a pas d'agence. Soit qui quitte Yaoundé pour Edea ou qui quitte Douala pour Edea. Edea. C'est un choix aussi. Quel choix? C'est une punition. Aider à Ville Lumière. Et le ministre ne travaille pas dans ce but-là. Il se prend ministre de tous les Camerounais. Une agence a commis une infraction grave. Ce que prévoit la législation, le ministre a dû prendre aussi certains éléments sociologiques, politiques. Il est allé dans les minima. Maintenant, il faut le menacer. Mais si vous voulez simplement, vous pouvez rester là-bas. Entre vous, vous voyagez entre je ne sais pas quoi et quoi. Nous sommes une nation. C'est ce que je disais là, le vivre ensemble. Il n'est pas d'un côté. Il ne faut pas éviter d'aborder certaines questions. Quand général fait un accident, on suspend général. Quand, Finex fait un accident, on suspend Finex. Dès que touristique, qui est géré par une seule famille, parce que les gens aiment utiliser la communauté pour stigmatiser. Une famille gère, un Tintin se lève sur... Il est peut-être grand de taille, mais avec un tout petit cerveau. Il se lève, il dit, menace le ministre. Il a même quelle qualité? Il n'a aucune qualité. Alors on a peur de lui dire ça, parce que peut-être il va mobiliser une communauté. Non. Il faut régler les questions de cette nature de manière républicaine. Et je vous assure que peut-être qu'après Biya, les choses ne se passeront plus comme ça. Il y aura peut-être un dirigeant qui ne va pas gérer les humeurs des communautés. Quand il y a eu le concours, il y a eu l'ouverture de l'école normale de Marois. Ouais. Vous vous rappelez que certaines familles du Grand Nord ont exigé que tous leurs enfants... Avoir des quotas. Non, pas de quotas, que tout le monde soit pris là-bas. Même les gens qui avaient les faux bacs et les faux BPC. On a menacé le MINSUP. Alors, comme ils ne pouvaient pas, plusieurs d'entre eux ne pouvaient pas aller à l'école, ils sont allés là-bas pendant 2 semaines. Heureusement, ils ont abandonné beaucoup de places pour que l'école soit pour les étudiants, ainsi de suite. Et quand ils sont sortis de ces écoles-là, ils ont tout fait pour être affectés dans le Grand Sud, parce que le Cameroun est un et indivisible. C'est-à-dire que pour certains d'entre eux, le niveau n'était pas bon. Hein? Tanga utilise... Bon, il y avait des choses... Alors, il y en avait qui n'avaient pas le niveau et qui ont souhaité venir enseigner dans le Grand Sud. Quelqu'un de plus rigoureux aurait dit, comme vous avez décidé que vos enfants entrent par effraction à l'école normale, en dehors de ceux qui avaient eu le concours normalement, sur étude de dossier, les autres là, qu'on a pris comme ça, on va s'assurer qu'ils abrutissent vos enfants. Dans leur communauté. Oui, pas qu'ils viennent abrutir les enfants. Vous voyez, là c'est juste, mais ça fait mal. Ah oui, parce que le Cameroun... C'est juste, mais ça fait mal. Vous laissez des gens venir abrutir les enfants des autres parce que vous... Est-ce que tout le monde doit travailler dans la fonction publique? Du tout. Mais qui va s'occuper des bœufs, par exemple? Qui va s'occuper des champs d'ananas et tout? Qui va s'occuper de tout ça? Si nous sommes en République, il faut qu'on se dise des vérités. Sans stigmatisation. Et aucune communauté n'est au-dessus des autres. Et d'ailleurs, là, ce n'est pas un problème communautaire. Vous le dites par conviction ou alors c'est juste un slogan? Aucune communauté n'est au-dessus de l'autre. Mais moi, je ne vois pas une communauté qui soit au-dessus des autres. Je n'en vois pas. Je ne vois pas. Si on doit rentrer dans ce repli communautaire, je crains que certaines communautés qui ont ces idées-là ne puissent pas s'en sortir. Vous connaissez la zone la plus riche du Cameroun? Allons-y. C'est l'Est. D'accord. Ah, c'est pratiquement tout un contraste. Mais vous voyez le contraste? Et la plus pauvre Et la plus pauvre dans le développement. Si on dit maintenant que toutes les richesses de l'Est soient à l'Est, et que chaque communauté vive de ses richesses, et vous ne voyez pas que certaines communautés qui croient être au-dessus des autres seront très pauvres. Pourront être très pauvres? Elles n'auront plus de Nadia en tout cas. Non, non, vraiment, quand on décide de... On se retrouve là, c'est l'histoire qui nous a mis ensemble. C'est pas sûr que nous voulions être avec les autres.
C'est pas sûr, si vous demandez au Bassac est-ce que vous voulez être avec les autres, qu'on va vous dire qu'on veut être avec vous. C'est pas sûr. Mais on s'est retrouvés là. On est obligé de vivre ensemble. Il faut donc aménager des passerelles pour que la République ait le dessus sur le reste. La décision du ministre des Transports est républicaine. Et le Tintin, là, qui a pris la parole, n'a rien à dire. Voilà. Et un jour, je pense qu'il n'y a pas de super citoyen. Hein. C'est-à-dire que nous sommes, parce que même le ministre, il est citoyen d'abord avant d'être ministre. C'est pourquoi quand vous regardez un peu, à l'époque, quand je crois que c'est Macron qui est arrivé, il a d'abord bénéficié son salaire, bref, il a entamé une certaine réforme là. Ouais. Donc, le problème des Camerounais, c'est qu'on croit, certains croient qu'ils sont au-dessus de la loi. C'est-à-dire que peut-être parce que certaines choses le leur confèrent, moi je ne sais pas si c'est l'argent, si c'est le pouvoir, si c'est quoi, etc. Il n'y a pas de super citoyen au Cameroun. Nous sommes tous égaux. Maintenant, la nature a voulu que on est peut-être des directeurs généraux, on est des responsables d'entreprise, on est des chefs d'entreprise, on est des ministres, etc. Mais cela n'empêche pas qu'on vit sous le coup d'un territoire qu'on appelle le territoire camerounais. À l'école, je me rappelle, on disait qu'il n'y a qu'un seul c'est le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est chef d'État du Cameroun. Donc, il faut que si on apprend à vivre ainsi, je crois qu'on aura moins de problèmes même au niveau du vivre ensemble. Parce que si j'intègre que non, je suis égal à Bernardo, je suis égal à Pierre Biérot, je suis égal à Muriel, je ne suis pas sûr que si Bernardo venait à me suspendre, je me gonflerais les épaules pour dire que moi, si on me suspend, pourquoi? Donc vraiment, il faut que certaines personnes enlèvent ça dans leur esprit. Je ne suis pas plus puissant que tel. Lui, j'ai peut-être l'argent, mais je reste un citoyen camerounais. Alors, Bernard Basson, justement, il y en a qui estiment que cette sanction peut être assez lourde. Il y en a qui ont écrit au ministre, en appelé à ce qu'il revoie la sanction. Est-ce qu'elle vous semble en adéquation avec la faute commise selon vous? Je vais dire 3 choses. Je vais être méthodique. Allons-y. La première, c'est qu'en répondant à la question que vous me posez, on gouverne avec les textes. Le jury, c'est dans une république, on gouverne à l'appui des textes. Donc le système de gouvernance prend en compte la nécessité de respecter tout ce qui est codifié et consigné par les différents textes de loi, les décrets, les arrêtés, les circulaires, tout ce que vous voulez. Et donc, en l'espèce, le ministre des Sports, des Transports, s'est certainement appuyé sur des dispositions qui régissent ce secteur et a appliqué la sanction la plus minimale qui soit pour ce cas d'espèce-là. En conclusion, l'action du ministre n'est pas abusive ni abusée. Voilà pourquoi la semaine dernière, lorsqu'on en parlait ici, on essayait juste d'implorer son indulgence eu égard à ce que il y a un flux important de populations qui partent du sud vers le nord et inversement et qu'il faudrait peut-être les aider. Donc, c'était plus dans une politique de soumission et de demande qu'on s'inscrivait et non dans une volonté de lui faire comprendre qu'il était en tort. Ouais. Sur ce fondement-là, la sortie de ce dirigeant ou de ce syndicaliste-là est totalement superfétatoire, elle est surabondante, elle est inintéressante. Elle est inintelligible. Ouais. Et elle conduit à une intranquillité qui n'a pas besoin d'être. Deuxièmement, cela est quand même symptomatique d'une réalité qui rentre une fois de plus dans le questionnement de la thématique du débat de ce soir. On subodore, on dénote même, ce n'est même plus subodorant, qu'il existe de plus en plus une fracture profonde entre la notion de gouverner et la notion de gouvernant. Il y a une révulsion qui naît en l'esprit des gouvernés de la part, du moins du fait des actions des gouvernants, à tel point que certains estiment que dans notre pays, il n'y a plus de république, il n'y a plus d'État central, il n'y a qu'une bande d'amis qui décident des choses selon leurs humeurs. Cela peut être fondé, bon gré, mal gré, mais lorsqu'on va en république, lorsqu'on va en État, c'est un contrat social. Et on a l'obligation d'abandonner certains éléments claniques, ethniques, collectifs ou tribaux pour pouvoir migrer vers la forme composite, la forme composée fédérale que sera l'État central.
Donc, lorsque dans un État, des furoncles culturels, claniques, ethniques commencent à émerger, on court tout droit vers la rupture. Donc, on a entendu toujours sur un plateau quelqu'un dire le peuple guerrier Bamoun, le roi des Bamoun. On entend quelqu'un dire nous les ressortissants du Nord. D'autres disent, vous voyez, ces furoncles-là, puisqu'ils ne sont pas nouveaux, ils ne sont pas propres au Cameroun. Hein. Vous avez le Pays Basque, la Corse. Il y a toujours des regroupements comme ça en Serbie de personnes qui veulent revendiquer et qui veulent fragiliser l'État central. L'État ne devrait pas se laisser fragiliser par cela. La troisième chose, c'est que Rapidement, oui. Touristique s'est rendu coupable, je suppose, involontairement, d'un accident de circulation. Les routes, ils sont pour quelque chose, ça c'est vrai. Mais, quoi qu'on dise, lorsque vous commettez un accident de cette nature-là, vous êtes coupable. La responsabilité de l'entreprise en question est totalement engagée sur ce cas ponctuel-là. Et lorsqu'on est coupable, si on élude des considérations juridiques et politiques, mais sur le plan social, on fait profil bas. On s'excuse, on demande pardon. Et puis, on implore l'indulgence du dirigeant. Ça aurait d'ailleurs été Parce la première chose. Et monsieur le déclaré tout à l'heure, Curieusement, c'est ce que vous négligez. Par le passé, moi, je ne prends pas Général sans mauvaise pub. Parce qu'il y a une espèce de traumatisme qui est né en les Camerounais du fait qu'il fut une période où il y avait beaucoup beaucoup trop en d'accidents. tout cas. Général a été suspendu plusieurs fois. Hein. Vous voyez, Général a purgé la suspension et elle est ressortie de là. Si aujourd'hui, touristique commet un tel acte et n'est pas puni, si demain c'est Finex et qu'on veut punir, Finex est de la région du Sud, Finex pourra dire que je suis de la région du Sud. On a l'impression que c'est deux poids deux mesures. Vraiment, si vous laissez touristique, l'accident est arrivé, ce n'était pas volontaire, laissez-nous aussi. On va donc vers quoi? Si on veut tout laisser, l'anarchie généralisée va s'installer. Donc vraiment, cette sortie est absolument vraiment inféconde, improductive, inutile. Vraiment. C'est même ridicule que d'avoir... C'est ubuesque. Vous chutez, Bernard? Ouais, vraiment. Donc je pense que le ministre des Transports va décider souverainement de ce qu'il doit faire. Et je pense même que il commençait à écouter nos discours et à vouloir travailler dans le sens peut-être d'alléger la sanction, mais du fait de cette sortie-là, il sera obligé de voir... il a enfoncé le clou. Oui, Muriel veut réagir très rapidement. Oui, j'aimerais quand même dire encore quelque chose en quelques secondes. C'est vrai que c'est pour ça que moi, au début de mes propos, j'ai mis un peu de réserve par rapport à l'individu qui aura fait la sortie, parce que d'aucuns disent quand même qu'il ne s'agit pas du directeur de touristique. Mais ce que je condamne quand même aussi, c'est que si la sortie n'est pas d'un responsable de cette agence-là, pourquoi ne pas faire donc une contre-sortie pour dire voilà, des individus mal intentionnés, parce qu'ils ont quand même sorti un communiqué via leurs différentes plateformes de communication avec leur clientèle pour informer de ce que leurs services sont effectivement aux arrêts suite à la décision ministérielle. Mais maintenant qu'on a peut-être du fake sur la toile, pourquoi ne pas également communiquer la présentation du fait d'être fermé par rapport à la décision ministérielle? Déjà, moi, ne me plaisait pas, parce qu'avant même de présenter le fait qu'on a été suspendu, il y avait autre chose à faire. Il y avait une communication à l'endroit de ces familles éplorées. Est-ce qu'on doit attendre la décision du ministère en charge de votre activité pour présenter au moins les condoléances aux familles éprouvées? Il y a un problème de communication à travailler dans la majorité des entreprises, au Cameroun en particulier. Donc je dis, s'il s'avérait que ce soit un fake, il faut quand même dire qu'à ce jour, la communication n'a pas été assez bien gérée du côté de touristique. On essaie tout simplement, Muriel, que les responsables de touristique vont vous entendre de cette oreille. Le temps de lire quelques messages. Donc, Monsieur Niamex, le premier message donc, qui nous parvient ce matin. Bonjour, Espace Minier Touristique est nouveau dans le trafic au Grand Nord. C'est Daniel Express qui dessert donc en grande partie le Grand Nord. C'est Lucien d'Ensam qui le dit. Autre chose, Monsieur Niamex, ils veulent même que toutes les écoles de formation du Septentrion soient dirigées par les siens, j'imagine qu'il allait dire les leurs, c'est-à-dire les nordistes. Moi, j'étais à l'école des mines au nord. C'est toujours Lucien d'Ensam. Merci à vous, Lucien. Autre message. Bonjour à vous sur le plateau. S'il vous plaît, Monsieur Basson, il faut arrêter avec des sabotages gratuits là. Ce monsieur qui parle sur les réseaux sociaux n'est pas le DG de touristique. Il travaille pas à touristique. Il est un homme politique. Il n'a rien à voir avec touristique.
Il travaille, donc il est un homme politique, il n'a rien à voir avec Touristique. Aucun responsable de Touristique n'a parlé depuis le début de cette histoire. S'il vous plaît, laissez le DG de Touristique tranquille. C'est à beau ordi depuis Ngaoundéré. Monsieur Fouda, permettez, je demande à ce téléspectateur de regarder l'émission en soirée pour comprendre que je n'ai jamais dit que c'est léger touristique. J'ai dit on l'a fait passer pour et certainement à tort. Ouais. Et ce serait bien effectivement que non, le responsable de on touristique... sait bien que le type qui a écrit là ne comprend pas français. Donc même s'il regarde encore, il ne va pas comprendre. Voilà. Donc c'est ça. Et il est à touristique. Voilà. Nous espérons tout simplement une communication officielle. Voilà, bonjour à vous sur le plateau. Les hommes d'affaires ont eu l'habitude de la magouille dans sa voix comme ministre est resté ferme sur sa décision. Ils ont mal. Bonne émission à vous, merci. C'est donc une fidèle téléspectatrice qui nous écrit donc ce message. Autre message, donc voilà, désolé dans la vidéo incriminée, il ne s'agit pas du PDG de Touristique, mais du président d'un parti politique, Abouaka Siddiq. Le PDG de Touristique se nomme Yaouba Bello. C'est entendu, merci à vous de votre contribution. Autre message. En tout cas, on ne l'a jamais dit sur ce plateau, rassurez-vous. Bonjour, il faut respecter les morts, accidents, si les familles se fassent. Bon, c'est vrai que c'est assez difficile. C'est Martin Décribi qui écrit un message qui me semble très peu compréhensible. Autre message. Waouh, la République ne saurait fonctionner selon les humeurs des individus. Nul n'est indispensable dans une République. Nul n'est au-dessus des lois de la nation. Aux responsables de touristique de reculer pour mieux sauter, pour que cesse le canage. C'est donc Massok Thomas qui nous écrit. Merci à vous, cher Massok. Autre message. Bonjour, Espace Miné, bonjour à votre riche panel. Je suis un fidèle téléspectateur depuis Yaoundé Fougerolles et je sollicite la sagesse de mes aînés, M. Basson et M. Niemek, sur comment surmonter le stress lorsqu'il commence à affecter votre entourage, en particulier votre partenaire. C'est donc Paul depuis Fougerolles. Je ne sais pas si c'est dans la thématique, mais dans tous les cas, vous avez interpellé M. Niemek et Bernard Basson. On espère tout simplement que... Bonjour, la grande famille d'Info TV. Je voudrais juste donner une annonce à Madame Viviane. S'il te plaît, ma mère, tu dois faire très attention car de nos jours, la vie nous enseigne beaucoup de leçons. La preuve, Martinez ne vit plus et ça nous fait très peur car le dehors prend de l'ampleur. C'est Bernard qui écrit donc ce message. Alors, je pense qu'on va marquer donc un temps d'arrêt. On va prendre un verre d'eau et nous allons rentrer sur l'analyse de la journée. Retour sur le plateau d'Espace Miné de ce jour pour embrayer donc sur l'instant de l'analyse qui porte sur la journée internationale des familles. Pour quelle utilité? C'est donc la thématique retenue sur la table d'Espace Miné de ce jour. Nous allons évidemment épiloguer tout autour de cette thématique de famille, tout en commençant déjà par la famille. Selon vous, Michel Angier, en termes trivial, qu'est-ce que vous renvoie, ou du moins à quoi est-ce que vous renvoie cette terminologie de famille quand vous entendez famille? Il faut dire que moi, j'aime bien spécifier la famille nucléaire. Dès que moi, je vois famille, je vois le père, je vois la mère, je vois les enfants. Et puis après, pour ceux qui sont encore un peu plus famille, on va le dire ainsi, on a la famille élargie, le grand-père, la grand-mère, la tante, l'oncle, les cousins, les neveux, les nièces. Une famille un peu plus élargie, en fait. Mais famille, dans ma tête, quand je suis née, quand j'ai grandi, en premier lieu, l'exemple, c'était le cocon qui m'a accueilli, où j'ai vu un père, j'ai d'abord vu une mère. Donc, on dira que sorti du ventre d'abord. J'ai d'abord vu une mère, le staff médical et tout. Et puis, on a vu le père, les frères, les soeurs et tout. Voilà, c'était ça pour moi, un modèle famille. Après, il y a eu les cousins et autres, mais je me référais toujours à mon cocon parce qu'on pouvait peut-être accepter, considérer, balayer peut-être du revers de la main les comportements d'un tel oncle, d'une telle tante, d'un tel cousin, mais être fidèle un peu à l'idéologie prônée par le chef de votre famille à vous, c'est-à-dire être fidèle à ce que votre papa aura établi chez lui comme fonctionnement pour sa famille. C'est-à-dire quoi? Donc c'est là, c'était un peu ça mon référent. Parce que lorsque vous partiez en vacances, vous partiez chez un oncle, le frère à votre papa, lui qui a établi une façon de faire chez vous, vous allez voir une autre façon de faire. Parfois, on se dit, bon, mais c'est son frère. Non, chacun gère sa famille. Voilà pourquoi lorsqu'on parle famille, moi, j'insiste beaucoup plus sur la famille nucléaire. Oui, on va voir ce que pense Olivier Boussal, si c'est la même perception de la famille. Oui, je suis d'avis. C'est le père, la mère. Bon, c'est vrai que en Afrique, la famille ne saurait se limiter au père,
à la mère. Non, mais selon votre entendement, vous, Olivia, Non, la selon famille. mon entendement, la famille, c'est pas seulement la famille nucléaire. C'est-à-dire que, parce que moi, je suis africaine, je vais le définir en tant qu'africaine. La famille, c'est le père, la mère, les frères et les sœurs, c'est la tante, c'est les amis, c'est les collègues. Donc, pour moi, en fait, c'est ça, le thème, de mon point de vue, c'est cela, la famille. C'est comme ça que moi, je prends la famille. Si tu es avec moi, on travaille ensemble, tu fais partie de ma famille. Si tu es mon voisin, tu es ma famille. Si tu es mon ami, tu es ma famille. Et avec le temps, aujourd'hui, le sens de la famille alors a évolué. C'est-à-dire que la famille n'est plus seulement le père, la mère. Il y a même des termes qui sont nés aujourd'hui, qui naissent aujourd'hui. Ma mère d'une autre mère, ma soeur d'une autre mère, autant pour moi, mon frère d'une autre mère. Vous allez voir des personnes qui sont plus attachées à des êtres extérieurs qu'à leurs propres membres de famille. Donc vous comprenez que si on se limite à définir la famille au sens nucléaire aujourd'hui, c'est un peu, de mon point de vue, c'est un peu limiter la chose. Hein. En Afrique, quand je me lève, je pars au Gabon, c'est ma famille. C'est ma famille. Pour moi, la famille, ce n'est pas une histoire de sang. Mais la famille, pour moi, ce sont ces personnes-là qui m'aiment, qui me chérissent, qui m'encouragent, qui me boostent au quotidien quand je suis face à des difficultés. C'est la raison pour laquelle moi, je peux facilement m'entendre avec quelqu'un à l'extérieur. C'est-à-dire qui n'est pas un membre de ma famille, plus qu'avec un membre de ma famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Alors, Olivia, c'est entendu, vous avez plutôt élargi le thème de famille. On va voir plutôt de façon élaborée ce qu'en pense Blériot Niemek. Famille, selon vous, à quoi est-ce qu'on devrait, ou du moins, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Non, objectivement, les concepts ne dépendent pas de nous. Ce n'est pas selon moi. Voilà. Le mot famille renvoie à quelque chose. Que j'aime la chose là ou pas. Je dis d'abord ce que la chose est. Voilà. Ensuite, je peux la contextualiser, je peux la tropicaliser, ainsi de suite. Alors, dans le concept occidental de la famille, ils disent que c'est la cellule sociale de base. La société. Ils veulent dire que c'est le père, la mère, leurs enfants. Mais les Occidentaux n'excluent pas les ascendants et les collatéraux. Ils ne les excluent pas. Ça, c'est nos perceptions, nous qui ne sommes pas encore allés là-bas. Puisque quand vous avez votre père, votre mère, vos enfants savent que vous avez aussi un père. Donc, qui est leur grand-père. Que leur mère a une mère, ainsi de suite. La famille, donc, au sens sociologique du terme, c'est un groupe restreint de personnes qui sont radicalement liés, unis par des liens de sang. De sang. C'est-à-dire qu'il y a la consanguinité, il y a l'utérinité, ainsi de suite. Vous pouvez être des frères utérins parce que nous avons des familles de cette nature-là, où c'est la mère qui a fait des enfants avec plusieurs papas, dont les enfants sont des frères utérins, ou encore des enfants consanguins. Mais les enfants, de toutes les façons, les gens sont unis par des liens de sang, plus ou moins tenus. C'est-à-dire que si votre père est allé faire un enfant derrière, là où touristique va souvent là-bas, bon, et vous ne le connaissez pas, ce n'est pas votre frère. Parce que les liens doivent être tenus. Donc, vous comprenez quand on dit qu'ils sont tenus. Notre famille, donc, c'est ce groupe de personnes-là qui peut, à l'occasion, prendre un volume plus ou moins important. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, par exemple, africain, donc, nous estimons que nos familles s'étendent à ce que nous appelons les grandes familles. Tout à fait. Les grandes familles. C'est-à-dire les groupes humains qui ont un ancêtre éponyme. Voilà, nous sommes, moi je suis Longoun. Nous constituons la grande famille Longoun. Mais à l'intérieur de la grande famille Longoun, il y a des sous-familles. Ce sont encore à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon sociologique les maisons de soir. Si vous êtes des écans et autres, ceux avec qui vous partagez la chèvre du deuil, ainsi de suite. Chez nous, dans notre sociologie, la famille va donc au niveau de la maison du soir, ceux avec qui vous partagez la chèvre du deuil. Ces personnes-là sont unies par des liens historiques
partagent souvent les mêmes territoires, ou pas, parce qu'il y a des phénomènes de déplacement, Ouais. mais l'ancêtre est le même, et les géniteurs sont liés par ce lien-là. Alors, après justement l'exposé de Blériot Niemek, je voudrais vous interpeller, Bernard, sur le bien fondé de cette célébration. Vous qui avez évoqué déjà en l'entame de cette émission, cette célébration de la journée des familles, journée internationale des familles, je l'ai nommée. Quelle est la symbolique de cette célébration? Alors, si vous avez bien écouté la présentation de la famille telle que faite par M. Niemek, vous rentrez justement dans certaines arcanes. C'est qu'en fait, il y a des alliances qui sont faites sur certains territoires, qui sont magnétisées, qui créent une fixité, qui n'admettent pas une certaine sédentarité et qui mettent ensemble des personnes qui constituent une famille qui va donc en instance se dégrader pour créer ce qu'on appelle l'unité. Parce que ce qui est constitué par le père, la mère et l'enfant, et les enfants, c'est l'unité. Et au-dessus, il y a des collectivités. Au-dessus, il y a l'ethnie. Et puis, il y a le clan, avant d'avoir la grande... Peut-être avant de continuer, Bernard, est-ce qu'un homme et une femme, à eux tout seuls, ne constituent pas une famille? De Il faut absolument qu'il y ait un enfant. De façon sémantique. Bon, en fait, en Afrique, 1 plus 1 doit donner 1. D'accord. Vous voyez, donc, de façon basique, hein, chez nous, quand on s'associe, quand on se marie, c'est pour étendre la lignée. D'accord. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de lignée peut poser problème, mais bien sûr que l'enfant constitué par un père et une mère, c'est le foyer. D'accord. Et lorsque l'enfant s'ajoute, ça devient la famille. D'accord. Donc, comme je disais, il y a des unités qui s'élèvent, ethnie, clan, ethnie, tribu, clan, avant d'avoir... Voilà pourquoi chez nous, par exemple, moi je suis Logba Som. On va dire la famille Logba Som. Quand quelqu'un décède, on met la grande famille Logba Som avant de mettre monsieur. Maintenant, l'utilité, c'est qu'aujourd'hui, à mesure que le temps passe, monsieur Fouda, l'interpénétration culturelle a fait en sorte que certaines communautés perdent certains repères. Tout à l'heure, M. Niemek l'a encore dit, je ne vois pas ces mots, mais je vais vous situer. Il a dit, la famille ne dépend pas de lui. C'est qu'en fait, le brassage culturel a fait en sorte, et c'est malheureux, et c'est Achille Mbembe qui le dit, que l'opinion soit aujourd'hui prioritaire sur la sagesse pour certaines personnes. Donc on donne la possibilité à certains d'émettre leurs opinions ou leur opinion là où doit s'imposer la sagesse. Laquelle sagesse n'est que le produit des lois naturelles et peut-être spirituelles. Donc, la question de la famille est régie par des lois qui nous ont précédés, qui vont nous succéder. Par des concepts, des réalités qui sont plus grandes que nous. À tel point que il faut préserver ce que la nature a établi. On peut ajuster, on peut encadrer, on peut améliorer, mais il faut d'abord rester dans le principe. Dans certaines cultures, vous savez ce qu'on fait? On donne de l'argent à des mères célibataires. Vous êtes mère, vous avez un enfant, vous n'êtes pas dans un foyer et on vous donne de l'argent, on appelle ça les aides. De façon surreptice, c'est pour militer vers la destruction de la famille. Ah bon? En principe, on devrait vous encourager à vous mettre avec un homme, vous êtes une femme, pour avoir des enfants. Le fait qu'on donne de l'argent aux femmes célibataires, pour moi, c'est un problème. Mais bon, c'est une culture étrangère. Bien sûr qu'on peut ne pas se comprendre, ne pas s'entendre et se séparer. On devrait quand même militer pour cela. Donc, l'utilité, à mon sens, est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est que la société, dans son ensemble, c'est la mise ensemble de microstructures, parmi lesquelles les familles. Donc, lorsque les familles vivent en harmonie, en équilibre, on est sûr qu'à terme, on est presque sûr qu'à terme, on aura une société qui sera bien construite. Le second niveau, c'est qu'en Afrique, il n'y a pas de discontinuité, il n'y a pas de rupture. C'est la préparation de la succession. La famille semble garantir, même si ce n'est plus aujourd'hui tout à fait le cas, à 100%, garantir un lignage ou une lignée beaucoup plus équilibrée. Lorsqu'il y a des ruptures à chaque fois, on a des enfants qui reculent ou qui avancent selon le sens qu'on veut prendre avec beaucoup de problèmes. Et donc, on a une destruction du tissu social dans son ensemble. Donc, les sociétés dans lesquelles aujourd'hui vous voyez les plus grandes liquéfactions, c'est-à-dire la violence la plus aboutie, les suicides, les crimes, sont celles dans lesquelles
on ne mise plus sur le fort besoin d'établir les familles. On légitime les séparations, on légitime le culte de l'individualité, on légitime les familles monoparentales à tel point que la destruction sociale se fait manifeste et à terme, il y aura une implosion totale. Donc, préserver la famille, lui consacrer toute une journée de réflexion sur comment la préserver, comment l'encadrer, comment la vivifier et comment la pérenniser, reste pour moi un ensemble, un chapelet d'entreprise suffisamment utile de nos jours pour que la société puisse subsister et résister aux multiples considérations, surtout économiques et méta-économiques. C'est entendu. Alors, la thématique retenue pour cette célébration, c'est famille vulnérable et urbanisation. Au-delà de la thématique, Muriel, à la lumière de ce que disait Bernard Basson, les familles, il a d'ailleurs égrené quelques rôles, quelques missions de la famille. Les familles, selon vous, jouent encore le rôle de nos jours? Il faut dire que c'est compliqué là-dehors. C'est compliqué là-dehors parce que chacun aura pu constater déjà que dans certaines familles, ça ne va pas. Donc, il est très difficile de nos jours de voir 2, 3, 4, voire 10 familles où tout roule bien. Il y a généralement toujours des problèmes. Familles élargies sont des problèmes, des cousins qui se passent sans se saluer. Je ne parle pas à telle tante. Voilà, c'est un peu divisé. Même si on tient des réunions de façon élargie de famille, on se dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Moi, comme toujours, ce qui m'intéresse, c'est toujours la famille nucléaire. Parce que je me dis, c'est la base. C'est là que vous atterrissez. C'est là qu'on doit trouver un élément qui vous permet de vous intégrer avec les autres et même dans la société, avec ceux qui ne sont pas de votre famille consanguine. C'est très compliqué. Moi, j'incrimine ici les deux qui ont décidé de former ce qu'on appelle une famille. Parce que vous avez deux individus qui décident ensemble de mettre des enfants au monde. Quand on en a deux, c'est le couple. Une fois qu'on commence à avoir des extensions, c'est là que les problèmes commencent. Parce que vous êtes à deux, vous avez vos histoires, le matin, le soir, vous vous séparez. Bon, ce n'est pas la séparation n'est pas forcément bien, mais les dommages collatéraux sont quand même amoindris. Mais dès qu'il y a des enfants, ça devient compliqué. Pour certaines, ça devient les problèmes de la famille. On va dire, on va faire comment avec les enfants de Muriel si vous devenez un cas patent, un cas latent un peu qui dérange même un peu dans la famille. On tague un peu même les familles monoparentales parce que ça pilule là dehors. Allez savoir pourquoi. Les histoires sont divergentes. Chaque femme en a une. On se dit, les familles monoparentales, qu'est-ce qui se passe? Et même là où le père est là, la mère est là, les enfants sont là, il y a encore des problèmes. Une journée pareille a toute son utilité parce que chacun doit prendre ses responsabilités. Parce que lorsqu'on voit par exemple un enfant, on se dit, si l'enfant est mal éduqué, il faut revoir un peu ce qui se passe chez eux. Encore que les indices sont également à revoir. Il y a des enfants, vous allez voir, il a de bonnes notes, il est très poli et tout, mais il est déséquilibré. Parce que l'équilibre familial, il n'y a pas. Il a des parents qui ne jouent pas leur rôle de parents. Des parents qui, s'ils sont à deux dans une pièce, ce sont les disputes du matin au soir. Se dire qu'on se met ensemble, avant d'aller légaliser à la mairie, c'est un engagement moral. C'est un engagement à se dire comment est-ce qu'on va faire vivre à deux. Et maintenant, l'individu qu'on ajoute là, sa présence doit également impacter sur notre comportement. Moi, on ne peut pas vivre sans différence, c'est vrai, mais j'apprécie beaucoup ce type de parents qui, on va se chamailler dans nos quatre murs là-bas, et puis on revient, tout suite. On arrange, on gère au quotidien. Mais c'est lamentable de voir comment est-ce que les familles se divisent au quotidien. Il y a deux ministères ici, au Cameroun qui sont en charge quand même de réguler un peu cela. On a le ministère de la promotion de la femme et de la famille, on a le ministère des Affaires sociales. J'aime bien souvent ces campagnes de mariage collectif. Mais c'est vrai qu'un jour, je me suis dit, c'est bien beau d'unir, mais lorsqu'on voit les rangs au niveau des couloirs pour le divorce, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut une formation avant, il faut dire aux gens ce que c'est que se mettre en couple, ce que c'est que fonder une famille. Il y en a qui ne pourront pas, qui ne peuvent pas. On ne force pas ces choses-là, mais il y en a qui se mettent ensemble, on dit famille, mais ça devient plutôt autre chose. Allez voir un individu qui vous dit, mon père et moi, ça ne passe pas. Si avec son père, ça ne passe pas, ça passera avec qui? Il est un hors-la-loi dans la famille, il n'a même pas de repère quand on parle de famille. Donc je me dis, il y a parfois des bases même qui sont fautées. Et on a qui respectent niveau famille parce qu'ils se disent, bon, je ne peux pas prendre comme épouse une fille de la même tribu que moi, on va regarder un peu les origines, mais à la base, mais fondamentalement même, la gestion de ce que c'est qu'une famille, non, ils n'y tiennent pas vraiment compte. Mais si dès la base, qu'on se met à faire des enfants avec une femme,
qu'on se dise, là, on est en train de fonder une famille. Peut-être en amont, il y a des problèmes. Mais comme moi, je me considère comme un point de départ de ma part de famille, il y a des choses à faire. Et il y en a qui vont trouver, oui, pour chuter, et il y en a qui vont trouver, peut-être que la journée en elle-même est un peu banale, un peu compliquée, ça n'a pas de sens. Mais je pense que c'est l'occasion pour les familles de se remettre en question par rapport s'il le faut, à l'éducation même des enfants, avant même d'éduquer, est-ce qu'on a vraiment un règlement intérieur dans la famille? Est-ce que chacun sait? Est-ce que chacun est à one? Est-ce que la famille telle? Il y a des familles où le monsieur le dit que non, la famille Bitora, chez nous, c'est d'abord l'excellence. On est quelque chose aux enfants. Il y a des familles qui n'ont pas de repères. Tu t'es réveillé, tu as mangé, allons-y. Non. Donc, on vit dans un désordre. C'est pas ça, la famille. C'est entendu. Alors, Olivia, on a écouté donc Muriel qui semble fustiger de plus en plus les parents qui sont donc à la base de l'éducation. Vous avez l'impression que les parents aujourd'hui s'occupent encore de l'éducation de leurs enfants? Il y en a qui s'occupent. Il y en a qui s'occupent. Et ceux qui ne s'en occupent pas, la raison c'est quoi? Bon, ils vont certainement dire qu'ils sont occupés. En fait, c'est qu'ils ont, ils ont perdu le sens de leurs responsabilités. Parce que la famille, l'éducation de l'enfant passe d'abord par le parent. C'est à la maison d'abord qu'on commence à éduquer l'enfant. Ouais. Mais si vous avez des parents qui eux-mêmes sont inconscients, parce que c'est en fait ça. Il y a des familles, il y a des enfants qui grandissent dans des environnements assez terribles. Et j'ai connu des personnes comme ça, à force de voir sa maman ou son papa vivre d'une certaine manière. Quand elle a grandi, elle a pris le pas. Il faut que les parents sachent que ils sont à 99,9% responsables de l'avenir de leurs enfants. D'accord. Si j'ai un papa soulard, c'est normal que quand j'ai 15 ans, quand j'attends l'adolescence, la maturité, oui. C'est-à-dire que si j'ai un papa soulard. Alors tout le monde est condamné à... Non, c'est un exemple que je prends. C'est-à-dire pour essayer d'étayer mon propos. Si j'ai un papa soulard, quand moi l'enfant, je grandis dans un foyer, si je suis un garçon, si je suis une femme, quand j'attends l'adolescence, je commence à prendre les gènes je sais pas, je vais dire, c'est pas... L'alcoolisme. De l'alcoolisme, voilà. Alors je deviens alcoolique. Quand j'attends 25 ans, 26 ans, je ne deviens plus qu'alcoolique. Parce qu'en fait, mon papa m'a dressé dans cet environnement. Maintenant, si j'ai un papa responsable, un papa qui non, c'est l'étude, il faut étudier. Olivier, est-ce que tu as étudié? Olivier, il ne faut pas te comporter comme ça. Olivier, il ne faut pas t'habiller comme ça. En société, on se comporte comme ceci. Quand j'atteins l'adolescence, je vais dire quoi? Dans l'inconscient, j'ai déjà appris à copier mon père. Quand j'ai 20 ans, 25 ans, je dis non, il faut que je sois à l'image de mon père. Sauf que je vais mettre une réserve parce que il y a des familles où des parents sont exemplaires. Mais vous ne comprenez pas ce qui arrive aux enfants. C'est à ce moment-là qu'intervient l'environnement extérieur. Maintenant, si on convoque ici l'environnement extérieur, pensez-vous qu'il soit possible à un parent de suivre son enfant qui est à l'école? Parce que quand il va rentrer, il va demander à son fils ou à sa fille, mais est-ce que tu as fait tes devoirs? Oui, papa, j'ai fait mes devoirs. Il va vérifier effectivement l'enfant a fait ses devoirs. Mais est-ce que l'enfant, le parent, va à l'école? Est-ce qu'il passe ses journées à l'école pour essayer de voir comment se comporte son enfant? Donc, c'est un peu compliqué. Maintenant, moi, je veux dire quelque chose. Aujourd'hui, la famille a quelque peu perdu son sens. C'est pourquoi, à l'entame de mon propos, je n'ai pas voulu restreindre le terme famille à la famille nucléaire. Vous allez vous rendre compte que les turpitudes, parfois vous avez des enfants qui connaissent toutes les turpitudes, ça vient de leurs frères, ça vient des sœurs. Moi, je connais une famille ici où les frères et les sœurs s'entretuent. Littéralement. Donc, il est important que les Camerounais, je ne sais pas si je vais dire les Camerounais, en fait, que l'on se réimprègne de l'idée de base de la famille. Moi, je sais que la famille, c'est l'entraide, c'est l'entente, c'est la solidarité, c'est l'amour, c'est l'hospitalité. Alors, si vous ne retrouvez pas tous ces critères, pensez-vous que l'on peut parler de famille, Jean-Claude Fouda? La question reste posée. Alors, je voudrais vous interpeller plutôt, Blériot Niemek, sur le plan comparatif entre deux époques. Les familles d'avant semblaient, ou du moins semblent différentes de celles d'aujourd'hui, où on parle de plus en plus des cas comportementaux. Est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Ce changement, est-ce la mentalité? Est-ce la modernisation? Quels peuvent être les facteurs qui expliquent qu'aujourd'hui la famille soit en train d'aller à volo? Bon, c'est un constat qu'on peut faire
il y a un premier élément qu'il faut souligner dans ce que vous appelez la modernité, c'est le matérialisme. Aujourd'hui, la course au matériel, on a réorienté le monde. Ouais. Le but était de déshumaniser l'homme. Et on est en train d'y parvenir de manière fantastique. On a réorienté le monde vers l'adoration du matériel. À partir de là, les appétits qui étaient qui sont de l'ordre de la concupiscence, c'est comme ça que les philosophes appellent ça, ont pris le dessus. Les frères se sentent en compétition avec leurs frères, comme les petites familles se sentent en compétition avec d'autres familles, ainsi de suite. Et dans l'esprit donc de la compétition qui vise à la domination, l'esprit de rivalité se transforme en esprit de haine. Voilà le grand mal. Mais il est aussi vieux que le monde. Hein. Ceux qui sont de la tradition judéo-chrétienne savent que le premier meurtre dans la Bible, c'est celui de Caïn qui tue son frère Abel. Mais il faut lire surtout le contexte. Même si c'est une épopée, il faut lire le contexte. Le contexte, je le retrace rapidement. C'est que il semble que le Dieu des Juifs ait créé la compétition entre ces créatures. Caïn fait une offrande à Dieu, Abel fait une offrande à Dieu. Dieu agrée l'offrande d'Abel et il n'agrée pas celle de Caïn. Caïn devient jaloux. Une autre idée, avec grand I, c'est que nous sommes égaux. Et cette idée d'égalité s'entend mal. Quand les enfants naissent, les êtres humains naissent, on leur dit qu'ils sont égaux. Et les gens ne comprennent pas que certains, par exemple, aient de bons résultats scolaires et d'autres pas. Et que par la suite, quelques-uns aient la vie facile et d'autres pas. Sur mon statut hier, il m'arrive d'écrire souvent sur le statut, je disais que je suis fier de mon miel parce que j'ai dû affronter les abeilles qui le protégeaient. Je suis devenu apiculteur pour disposer à jamais du miel. Je n'envie pas ceux qui ont trouvé le miel à la maison. À chacun sa chance. Comme la chanson. Voilà. Il y en a qui ont trouvé le miel à la maison. Il y en a qui ont été obligés de batailler toute leur vie pour trouver un peu de miel. Il y en a qui n'ont pas pu conserver du miel pour leur progéniture. Mais je vais revenir sur la cellule sociale de base. Allons-y. Donner quelques indications. La première indication est d'ordre spirituel et mystique. Monsieur Fouda, vous êtes plusieurs personnes là où vous êtes. Vous êtes la somme de tous les autres êtres, vos grands-parents, ceci, cela, qui habitent en vous et qui agissent de différentes manières. Lorsqu'aujourd'hui, nous nous permettons de nous ouvrir à tout le monde. Vous voyez une femme qui a des enfants avec 10 papas. Ça fait au moins 50 familles qui a chez elle. Parce que ces papas aussi, vous voyez, ces êtres peuvent se regarder en chien de faïence. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. C'est comme des agrégats. Vous avez des choses que vous appelez des familles qui ne sont pas en fait des familles. Les gens qui ne ressentent rien de positif vis-à-vis. Ils ne se sentent pas liés. Peut-être qu'ils ont discuté de le pain quand ils étaient petits. Ils s'en rappellent vaguement. Mais ce que n'ont aucun vécu et rien. Non, ce que vous appelez lien de sang là a été tellement dilué par des unions multiples. Il y a le deuxième problème qui est plus sociologique, c'est celui dont j'ai d'abord parlé, celui de la compétition, l'esprit de compétition. Beaucoup de parents ont commis cette erreur de gérer. Est-ce que l'émulation, vous appelez ça compétition, est-ce que l'émulation n'est pas un facteur? Non, on ne met pas l'émulation entre les enfants. Jamais. Non, c'est pas, non. C'est pas, non. Ne dites pas à vos enfants, tu ne vois pas tel. Non. Chacun est une entité libre. Demandez à celui-ci de bien faire ses choses. Ne le comparez pas à l'autre. Parce que inconsciemment, vous provoquez des esprits de compétition. Et donc la jalousie. Ça arrive à la jalousie et au meurtre. Ne comparez pas. En fait, même ne comparez pas les gens. Faites la promotion de chaque personne dans son entité, dans son entièreté, dans sa personnalité, mais ne la rapportez pas cette personne à une autre personne. Si mon frère a de bons résultats scolaires, c'est bien. Si j'ai de mauvais résultats scolaires aujourd'hui, ne me dites pas que je ne serai rien parce que mon frère, on a vu celui qui n'a pas fait l'école embaucher ses frères qui ont été à l'école. Mais vous voyez, si je garde cela comme une rancœur,
Moi, j'ai vu des frères refuser d'aider leurs frères parce que leurs frères avaient des diplômes. Ah oui. Ayant peur que ceux-ci ayant des diplômes et eux pas, les frères deviendraient plus grands. Et finalement, je prends le dernier aspect. Allons-y. L'être humain est comme, vous voyez, les palmiers là, qui font tomber du vin de palme. Il y a 3 types de palmiers. Il y a le palmier qui tombe avec le mauvais vin. Quelle que soit la qualité du Seigneur, le vin sera mauvais. Il y a des palmiers qui tombent avec du bon vin. Même si c'est un mauvais Seigneur, on aura du bon vin. Et il y a des palmiers qui tombent avec un vin neutre. Il faut bien le travailler pour qu'il soit bon. Si on le travaille mal, il sera mauvais. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des enfants qui ont grandi dans des situations où on n'aurait attendu personne. Les parents ne valaient rien. Les parents ne leur ont rien enseigné. Mais ils sont devenus avec une statue morale bien établie. Il y en a qui ont grandi dans les meilleures conditions, mais c'était le mauvais vin. On a beau bien saigner, on met les coups, on met tout, ça a donné du mauvais vin. Et il y en a qui sont du vin neutre. Si les conditions sont idoines, ils peuvent être de bonnes personnes. Si les conditions sont mauvaises, ils seront de mauvaises personnes. C'est entendu, Blériot. Nous allons lire quelques messages qui nous sont donc parvenus au numéro qui est affiché au bas du petit écran. Bonjour à vous au studio pour la dénonciation. Comprenez que tous ces gens, le ministre du Transport et cet homme, sont tous des hommes d'affaires et appartiennent certainement au RDPC. Et ces gens du Grand Nord ont mis dans leur tête que faire le chantage au RDPC leur donne le droit absolu dans la vie de ce pays. N'importe quoi, c'est Anissé de Ngousso qui nous souhaite d'ailleurs bonne émission. Merci à vous, Anissé. Autre message. Pourquoi la famille n'existe que lorsque nous sommes enfants? Devenue grand, elle devient juste une association des hommes et femmes haineux, jaloux, mesquins et intéressés. La famille est devenue le lien d'argent et non de sang. C'est à l'aide d'un quoi banquier envoie ce message. Autre message. Bonjour les grands, j'ai pris l'émission en cours. Bon voilà, c'est Monsieur Pailly. L'émission elle est là depuis le départ. On va poursuivre avec un autre message. Bonjour le plateau, juste pour rappeler que toutes les agences qui desservent le Grand Nord appartiennent exclusivement aux ressortissants de cette zone. Par contre, ces mêmes agences font les lignes des autres régions. C'est Jason de Sam qui envoie le message. On va poursuivre. Pour ceux-là qui interviennent. Bonjour Espace Miné, le message WhatsApp ne passe pas. Pourquoi? On va lire quelques messages WhatsApp tout à l'heure. Soyez juste patients. Bonjour à vous sur le plateau. Le ministre doit vraiment les sanctionner car ce monsieur menace carrément un ministre. C'est Bernadette depuis Douala. Merci à vous Bernadette. Justement, on va se rendre sur WhatsApp. Bonjour les patrons du micro. La grande sœur à ma mère ne parle pas à sa sœur cadette qui est ma mère. Il y eut même une histoire de sorcellerie dans laquelle ma tante est allée chez un marabout pour que moi, sa nièce, je sois tué. Bref, malgré moult tentatives de réconciliation engagées par ma mère, ma tante refuse la réconciliation. Cette histoire me désole. Bonne journée à vous. Cette haine, précise-t-elle, est jalousie due depuis plus de 15 ans. Voilà. C'est un record pratiquement. Autre message, bonjour. Encore un record. Bonjour Espace Miné, ce matin je viens célébrer un homme. Il ne faut pas attendre sa mort pour le célébrer, Bob Marley. Écoutez, nous ne sommes pas sur Bob Marley aujourd'hui, c'est pas cette thématique. On va prendre un autre message. Bonjour les artistes du micro. Que Dieu vous protège, monsieur Niamek. J'ai besoin de votre contact, s'il vous plaît. C'est Junior Dodza. Et qui poursuit, ça n'a peut-être rien à voir, mais j'ai rêvé que j'étais présent à votre chaîne à 10h40. Et à 10h40 net, j'ai vu votre chaîne à propos des thèmes la valeur humaine ont perdu de sa splendeur. Beaucoup de personnes portent la veste et peu en méritent. Le ministre du Transport est le chef du transport. On doit le prendre comme un chef pour ceux qui font partie de son milieu. Autre message. Voilà, bonjour le plateau. Excusez-moi, mais j'ai une préoccupation pour le consultant et le tonton Bernardo. L'on parle tellement de la traite négrière transatlantique, mais pas de la traite négrière des Arabes contre les Noirs, qui pourtant a été plus criminelle de par sa durée de plus de 14 siècles, avec des millions de Noirs vendus et achetés dans le monde arabe. Même dans nos écoles, on nous enseigne la traite négrière transatlantique uniquement. Mais pourquoi y a-t-il une volonté de diaboliser sempiternellement les Caucasiens occidentaux? C'est Lorik depuis Efoulan. Merci et agréable semaine à vous. Je pense que Bernardo a
Écoutez donc le message de Loric. Bonjour le panel, le vivre ensemble est réel, mais les discours des hommes politiques irrationnels et malhonnêtes qui n'ont pas de justification sur leur bilan néant et pauvre et qui n'ont plus des idées de campagne pousseront ce pays à la dérive. De même, vous les panélistes, soyez modérés et vrais dans vos propos et laissez les préjugés de vos frustrations. La vie en toute situation est basée sur la compétitivité. Donc, Dr Blérieux, avec toute la sympathie et le respect que j'ai pour votre immense rationalité en termes de compétitivité, d'efficacité et de productivité, il y a bien des communautés au-dessus des autres au Cameroun, en particulier et dans le monde en général. Donc, acceptons-le concernant le problème touristique. C'est stupide de la sortie de cette communauté car jadis, des agences ont été suspendues dans les mêmes conditions et aussi de mauvaise foi que l'agence en question ne sort pas pour jouer un rôle de modérateur vient en communiquer pour se désunir de cette mauvaise sortie des nordistes. Par ailleurs, c'est désolant sachant que cette communauté issue du Grand Nord soit les responsables du grand banditisme de consommation et vente des stupéfiants, des armes blanches, poignards, des agressions sauvages et barbares, des entités microbes de la délinquance juvénile dans la capitale économique, et tout ceci au vieux sur connaissance et j'irai complicité des responsables de nos fonctionnaires, et ça ne choque personne. C'est donc un long message qui n'est pas du tout signé. On va lire peut-être notre message. Il n'y a pas de communauté au-dessus d'autres communautés. Voilà. Cette théorie en science s'appelle le génisme. Le génisme pour sa culture. Ce sont de fausses théories. Voilà. Et bon, s'il lui connaît ces communautés, il est encore là. Qu'il nous dise au Cameroun quelle est la communauté qui est au-dessus des autres. Et sur le plateau, je lui ferai le plaisir de lui montrer l'inanité d'une telle déclaration. Et permettez que j'ajoute un élément. Il a également dit dans son texte que la compétition régit les rapports humains. Les hommes ne sont pas des animaux. Même chez ça, c'est le règne animal. Même chez les animaux, il y a des communautés qui n'ont pas forcément besoin de combattre d'autres pour s'en sortir. Ceux qui mangent par exemple les plantes, bon, on va dire des règnes également différents. Alors concernant les hommes, il faut savoir que ce n'est qu'une incidence du système capitalisme libéral qui mise sur la calculabilité, la profitabilité, la commercialité, tout ce qui est économique. Il existe des façons de vivre communautaristes dans lesquelles le clan, la tribu, l'ethnie, le groupe prime sur l'individu. Partant de là, on n'est pas en compétition, on est en complémentarité. Ce qui est pour toi, tu partages. J'ai du sel, tu as de l'huile, je t'en donne, tu m'en donnes et on vit. Donc ce n'est que la volonté de faire émerger un système capitaliste qui le pousse à penser comme ça. Donc malheureusement, son point de vue ne peut tenir que sur un paradigme essentiellement occidental. Quand on rentre dans l'africanité, nos théories de la croissance, on tient compte des éléments extra-économiques. On tient compte des éléments comme le fait de vouloir vivre ensemble, la collectivité, l'humanité, la joie, etc. Donc clairement, ce qu'il a dit ne peut pas tenir sur la durée. Voilà, on va poursuivre donc avec quelques derniers messages. Salut le plateau, Journée internationale des familles. Vous voudrez dire que dans les textes fondamentaux des pays reconnus par les Nations Unies, existe un code de la famille et que chaque famille dispose d'un livret de famille. Mais alors au Cameroun, que dit le texte sur le code de la famille et qui peut être inscrit sur le livret de famille? J'ai juste remarqué que vous êtes limité à la définition de la famille. C'est Paul depuis Ouaga. Merci à vous, cher Paul, depuis Ouaga. On va peut-être lire encore. Bonjour à vous sur le plateau, plus particulièrement à notre sac de consultant Blérieux. Menacer le ministre n'est certainement pas la meilleure des solutions, mais il faut que des gens sachent que touristique n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais des élites du Grand Nord. Donc, ce PDG, c'est pourquoi il emploie ce ton envers le ministre des Transports en passant des lieux. Perfect Bernardo, demain j'aurai un an de plus et j'attends vos vœux en direct parce que une fois Blérieux a dit, je cite, Pancras s'intéresse à Info TV et Info TV s'intéresse aussi à elle. Alors c'est l'occasion pour vous de me prouver que je suis une téléspectatrice privilégiée. Bernardo, il me faut ton numéro de toute urgence parce qu'il y a quelqu'un qui dérange trop ma mère au village. Il lui faut des abeilles comme punition. Oui, on a donc, deux abeilles. On a deux abeilles. Pancras de Guidère. On va prendre le dernier message. Bonjour à vous sur le plateau. Je viens de me caler sur votre chaîne et j'ai pas bien suivi l'émission sur l'unité nationale. La charrue avant les bœufs. S'il vous plaît, cette émission passe quand et à quel pôle de Yaoundé? C'est donc ce soir à 21h. Voilà, donc sur Info TV. C'est ça, sur Info TV, canal 307. Bien, nous allons poursuivre donc sur l'échange. En revenant bien entendu sur vous, Muriel Andjé, nous sommes sur la thématique famille vulnérable et urbanisation. C'est-à-dire que aujourd'hui, les familles sont vulnérables face à l'urbanisation. Muriel Andjé, quel est votre regard sur la thématique?
Alors, mon regard sur la thématique, il faut dire que c'est vrai, les familles sont réellement vulnérables face à ce phénomène d'urbanisation. J'ai même envie de pousser en disant de modernisation, parce que on aurait dit qu'aujourd'hui, en vouloir, ça a arrimé un peu à la donne mondiale. Les familles ont perdu vraiment leur essence. Et tout cela part du fait que, comme je le dis très souvent, c'est vrai qu'on me dit souvent, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile? Oui, c'est possible. Une famille, c'est comme une entreprise. Il faut avoir un règlement intérieur. Il faut l'avoir même écrit. Pourquoi pas? Il y a des familles où ça se fait, où on sait que tel jour en semaine, on se rassemble et on regarde le règlement, qui a fait quoi. C'est gérer vraiment une masse humaine qui est très importante. Parce qu'un enfant, c'est un esprit. Maintenant, si on laisse tout un chacun à s'adonner à ce qu'il peut récupérer de l'urbanisation, de la modernisation, on revient à quoi? Les familles sont devenues de plus en plus vulnérables. Il y en a qui abandonnent même leur mission en chemin parce qu'à côté de ceux des parents qui ne sont pas là, qui sont occupés, il y en a qui sont là, mais qui sont dépassés par les événements parce que vous avez vécu une génération, vos enfants en vivent une autre. Parfois, les parents et les enfants n'arrivent pas à se comprendre. Ce n'est pas une faiblesse de se dire que je n'arrive pas à gérer tel ou tel enfant. Au contraire, c'est bien d'avoir détecté le problème et demander recours à des personnes aguerries. Il y a des professionnels. On rebute souvent cela. On dit que le linge sale se lave en famille, mais il y a des linges sales qui méritent d'être lavés par des experts en la chose. Vous avez des enfants aujourd'hui qui vivent peut-être dans ce que le parent aura trouvé mieux de lui offrir pour qu'il soit arrimé un peu à la donne, qu'il ne soit pas en déphasage avec ce qu'il va rencontrer à l'extérieur. Mais derrière l'utilisation parfois de ces outils, de ces technologies, se cache autre chose. Vous avez des enfants qui deviennent toxicomanes, un enfant qui vous présente un visage à la maison, mais qui n'est pas le visage réel qui est là à l'extérieur, qui gère des choses que le parent lui-même se dit. Alors en tant que parent, il faut savoir que vous n'êtes pas tout puissant pour pouvoir facilement gérer un enfant. Si vous avez eu un enfant facile, c'est bien. 2 enfants faciles. Lorsque le 3e se présente, on va vous dire, et qu'il est difficile, la plupart du temps, on dit, bon, c'est un mauvais esprit qui est entré, on va plutôt d'une église à une autre, on va vouloir chasser le démon. Non, je me dis que scientifiquement, il y a des troubles psychologique qui s'explique. Donc, pour le parent, il doit prendre également cela en considération. Moi, je dis ici, prendre la science en considération dans le processus d'éducation. Donc, pour moi, le conseil, il est clair, les familles sont vulnérables. Alors, à la suite de Muriel, Olivia, quels pourraient être les facteurs déstabilisateurs des familles aujourd'hui? On se rend compte que de plus en plus, la famille ne tient plus que des slogans. Vous voyez quelques raisons pour lesquelles les familles peuvent être déstabilisées? Mais les familles sont déstabilisées déjà parce que, premièrement, moi je vais dire le mal va grandissant. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que les êtres humains perdent leur valeur intrinsèque. Pour moi, c'est le facteur majeur. Je dis que la méchanceté humaine, la terre est devenue trop petite pour la méchanceté humaine. Voilà, effectivement. La méchanceté. Et oui, la terre est effectivement devenue trop petite pour la méchanceté humaine. Ah, c'est ça. C'est juste la méchanceté humaine, c'est-à-dire c'est d'abord la méchanceté humaine. À l'époque, si mon frère réussit, quand mon frère réussissait, j'étais heureux. Mais aujourd'hui, si mon frère réussit, je suis jaloux. Imaginez-vous un instant que je suis jaloux de Bernardo qui est mon frère. Pensez-vous que la famille va subsister? Non. C'est une question posée en tout cas. Non, je ne lui pose pas la question. C'est un exemple. On va y aller quand même. Peut réagir, vas-y. Oui, Olivia a jeté le pavé dans la mare. Elle a évoqué la perte des valeurs. Il y a d'autres facteurs, d'autres indicateurs, c'est-à-dire de la déliquescence des familles. Il y a le problème de la mauvaise interpénétration culturelle. C'est-à-dire, on doit aller au contact des autres, mais savoir quoi tirer. Ouais. Aujourd'hui, le fait qu'on tire tout et n'importe quoi fait en sorte qu'il y a une perte de repères. Au-delà des valeurs, il y a des repères. Ouais. Deuxièmement, il y a la variable économique qui est devenue prépondérante. Quand on parle d'urbanisation, il y a 2 éléments à prendre de façon prépondérante. 1, la notion de mobilité. C'est-à-dire, on part parfois des campagnes pour les villes. On s'agglutine, on s'agrège et on est en perte d'environnement de base. Ça crée problème. Deuxièmement, il y a la variable économique. Lorsqu'on dit urbanisation, parce qu'il faudra avoir une activité économique beaucoup plus intense. Et tout le monde n'est pas appelé à être milliardaire. Donc, certaines familles qui doivent faire plus d'efforts que d'autres pour développer une économie équilibrée pour la famille, n'ont plus assez d'énergie à consacrer pour la préservation de l'unité familiale. Ça crée un problème. L'élément le plus important, c'est également l'impréparation à l'urbanisation. Donc, il y a eu une mauvaise éducation. Aujourd'hui, Pierre Méclage tout à l'heure, il y a des familles dans lesquelles vous avez des papas
qui sont malades dans la tête. C'est pas une insulte, c'est-à-dire qui sont psychologiquement atteints. Des mamans, c'est pareil. Et moi, c'est notamment le cas en Occident. En Afrique, ça commence à prendre le pas. Vous avez des enfants qui marchent dans la rue complètement nus. Alors peut-être à la suite de ce Donc, que vous dites... tout cela fait en sorte que ce qu'on appelle urbanisation n'est qu'une vue de l'esprit, en fait. Puisque c'est l'action d'urbaniser. Urbaniser qui veut dire rendre en ville ou citadin. Et la ville, c'est quoi? La ville, c'est un assemblage ordonné. Donc, qui dit urbaniser dit ordonné. On veut ordonner la vie de famille. Sauf qu'on se prépare mal à le faire. On ne pense pas. Moi, je pense qu'on devrait développer les campagnes. Ils n'ont saturé les villes, permettre aux campagnes d'avoir accès aux voies, à l'électricité, à l'eau, etc. Et les gens pourront rester dans les campagnes et travailler même ailleurs. Mais aujourd'hui, on veut tout agglutiner en ville. Voilà pourquoi l'urbanisation qui est pensée peut être complètement maladive. Donc, le problème de la famille aujourd'hui est lié au fait que, malheureusement, les décideurs mettent l'argent avant la famille. Alors, Blériot, justement, au-delà de la responsabilité, ou du moins de l'aspect économique, est-ce que le respect vous semble encore, le respect des aînés vous semble encore de mise dans les familles aujourd'hui? Sinon, pourquoi? Non, le respect des aînés ne peut pas tomber du ciel. C'est un ensemble de valeurs liées, vous voyez. Si c'est l'argent qui prend le dessus, l'aîné devient l'argent. Donc, le droit d'aînesse n'est plus un droit d'âge. Il devient variable en fonction des apports. Voilà. Et donc, non, on devrait, chacun à son petit niveau, balayer devant sa cour. Commencer à travailler à l'unité sociologique de chaque famille. Mais l'État a un rôle central, malheureusement, qu'il ne joue pas assez bien. Alors, peut-être en quelques secondes, très rapidement, en quelques secondes, vraiment, je me tiens à cœur. Aujourd'hui, il y a une valeur qu'on a perdue. Et je pense qu'on devrait tout faire pour la rattraper. Monsieur Yemek, je vous interpelle aussi. Mais vous m'avez prouvé quand même que vous êtes encore dans cette valeur-là. Chez nous, en Afrique, l'enfant est l'enfant de tout le monde. L'affaire là que ne gronde pas mon enfant, ne parle pas mon enfant, non. Vraiment, tu peux mourir. Ton enfant se fait éduquer par d'autres personnes. L'individualisme. Et c'est là. Donc il y a des parents aujourd'hui, des mères et des pères qui sont conservateurs et conservatrices. Muriel peut gronder mon fils. Mon fils vient souvent ici. Elle peut lui dire, hey, place-toi bien. Il n'a pas à dire que je ne sais pas ma mère. Non. S'il le lui dit, je vais le fouetter. À mon père. Parce que l'enfant est l'enfant de la communauté. Tu peux mourir, on élève ton enfant. Tu peux être handicapé, on élève ton enfant. Donc vraiment, rentrons dans l'idée selon laquelle la famille reste d'abord un tout. Mais sans abuser. Parce que corriger l'enfant, ce n'est pas l'esclavagiser, ce n'est pas le bastonner. Permettez donc, Bernard, qu'on puisse sortir effectivement de cet échange par ces sages paroles. Que la famille reste un tout en vous remerciant Muriel Angier, Olivia Boussal, Bernardo Basson et puis Blériot Yemek d'avoir effectivement participé à cet autre rendez-vous de la semaine Espace Minier. On espère tout simplement que demain, le démineur en chef sera là, parfait ici. On vous remercie donc de votre aimable attention, tout en vous promettant de rester scotché avec tout à l'heure à 12h le journal qui passera et ensuite viendront donc les Amazones, sans oublier le 19h et le 20h. Le programme lui sera rediffusé évidemment autour de 22h30. Bien des choses à vous qui êtes à la maison et merci.